Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une nouvelle fois Olivier. Salut Olivier. Bonjour Victor, de nouveau. Je suis super content de te retrouver. On avait fait un premier épisode avec toi où tu racontais toute ton histoire. Donc là, aujourd'hui, tu vis de l'immobilier. Il y a deux façons pour vivre de l'immobilier. Une première, tu as des loyers. Et une deuxième, en fait, tu fais des opérations tu ajustes ton parc de parking. C'est à peu près ça ? Voilà, il y a plusieurs facettes. Il y a une facette des loyers, surtout non meublés. Il y a une autre facette de revenus de parking, en effet, et avec de la valorisation type boxage, donc construction de box de parking. Et puis, il y a quand même une casquette marchand de biens, où j'ai une activité de marchand de biens, où j'en avais parlé la dernière fois, je fais les ventes aux enchères. Je fais aussi ça sur des parkings, tout ce que je peux connaître, et identifier la valeur et surtout les axes de création de valeur aussi. Du coup, dans ton activité immobilière, quand on parle de marchand de biens, finalement, le marchand de biens, c'est plutôt actif. Parce que tu dois du coup tu dois faire une opération, la sortir. Là, ça représente combien de temps tu passes combien de temps à faire ça ? Alors, très, très juste, parce qu'en fait, le marchand de biens, c'est vraiment une activité commerciale, d'achat-revente. Donc, ça veut dire que si je ne rentre pas du stock, je ne peux pas vendre, donc je ne gagne pas d'argent. Donc, il faut aller chercher du stock, il faut aller sur le terrain, il faut trouver les biens. Donc, ça nécessite vraiment une recherche très active. C'est complètement différent de gérer un parc. Gérer un parc, c'est de la gestion. Donc là, c'est vraiment les problèmes d'exploitation, de dégâts des eaux. Et donc, c'est aussi ça que j'aime, cette complémentarité des deux activités. Ça m'évite un espèce d'énervement sur la gestion. Quand j'en ai un peu marre de la gestion, je prends mon sac à dos et je vais aller visiter des biens. Et je trouve que c'est hyper complémentaire, à la fois pour le type d'activité complémentaire, mais aussi des revenus très différents, parce que le locatif, c'est du récurrent pur, et le marchand de biens, c'est un gros cachet qui tombe, et puis après, plus rien pendant 4 mois, et puis de nouveau un coup. Donc, il y a un côté aléatoire, et donc les deux se combinent très bien, parce que ce côté aléatoire seul, il est difficilement gérable psychologiquement, mais si j'y associe des flux locatifs réguliers, on dort très bien et on vit confortablement. Tu fais combien d'opérations de marchand à peu près par an ? Je suis pas énorme, moi je suis marchand qui s'amuse, donc je vois ça comme un jeu, mais on va dire c'est toujours difficile à quantifier parce que je fais aussi des parkings et des lots de parking, donc c'est pas forcément des opérations absolument énormes, mais allez, on va dire que je fais à peu près 5 ventes par an, et dans les 5 ventes, il y en a une qui va être un appartement et 4 qui vont être un parking ou un lot de parking, on va dire. Les appartements, tu restes en région parisienne ? Non. Non, tu es plutôt, parce que tu es aussi dans le nord et tu es aussi au ski assez souvent. Alors, toi, et je fais beaucoup de Calvados parce que je vais Ok. beaucoup en vacances là-bas. C'est accessible depuis Paris assez facilement. Tu vas où là-bas ? Pied à terre là-bas. Caen-Cabourg, cet axe-là, Mm. Côte-Fleurie, autour de Caen. Mm. Tribunal de Lisieux, tribunal de Caen. Ils sont bien les tribunaux ? Alors, le tribunal de Lisieux est ancien. Et, d'ailleurs, enfin non, il était ancien, ça vient de changer. Ils ont un nouveau tribunal maintenant qui est moderne. Et moi, je trouve que quand on va dans un tribunal qui est moderne, on perd l'aspect historique. J'aime moins. Par exemple, en région parisienne, j'aime beaucoup Versailles. Il y a le vieux bois verni où il s'est passé plein de choses dans la salle, les murs ont des oreilles. Enfin bon. Et dès que le tribunal est neuf, ou comme à Paris, il y a moins l'ambiance, quoi. Ouais. Mais bon, du coup, maintenant, je vais tribunal de Caen qui est moderne, tribunal de Lisieux qui est moderne. Je vais faire des tours à Paris, des fois pour boire des cafés avec les avocats et discuter, qui est moderne aussi. Et donc, je sens que je vais faire des retours à Versailles parce que l'ancien me manque. Est-ce que toi, tu as un avocat attitré maintenant ou tu y vas et juste avant la séance, tu prends un avocat qui est présent ou comment Maintenant, avec l'habitude, pour chaque tribunal, en fait, pour chaque barreau, faut un avocat spécifique. Il ne peut pas porter les enchères dans un autre barreau. Donc,
Oui, à chaque endroit, j'en ai un. À Caen, à Lisieux, à Paris, à Versailles. Ils te font payer du coup enfin, je sais pas si c'est à l'acte, mais quand ils y vont, ou parce que je crois qu'il y a à peu près deux systèmes. T'as ton avocat et il te dit ok pour enchérir ça coûte 50, 100, 200, 400 euros, etc. Ou sinon avec le volume finalement ils te disent ok j'y vais, c'est gratuit pour toi, mais tu me payes lorsque tu fais une transaction. Oui, alors ça dépend des tribunaux. On peut trouver ce modèle-là en région parisienne et en province, c'est beaucoup plus difficile. On paye très souvent pour porter les enchères en province. Ça coûte combien? Tu payes combien toi par exemple? 200, entre 200 et 250 dans Ok. ces eaux-là. Mais ce que j'aime bien, hein, j'en ai peut-être déjà parlé, mais c'est une barrière à l'entrée supplémentaire. Hmm. C'est-à-dire que tu auras moins de concurrents parce qu'il y a des Hmm. gens qui ne veulent pas payer 250 euros pour porter une enchère. Hmm. Donc j'aime bien quand c'est payant et quand il n'y a pas d'avocat gratuit. Les avocats gratuits qui ont débarqué dans certains tribunaux, ils amènent une nouvelle concurrence en fait. Ils amènent souvent, ils amènent beaucoup de clientèle. Donc voilà, il y a de la concurrence supplémentaire qui débarque, quoi. Ok. Et oui, je présume qu'à chaque fois, alors ça a pu changer aussi parce que ce qui est intéressant avec ce que moi je te suis du coup sur TikTok. Et en fait, là aujourd'hui, tu fais pas mal de vidéos un peu testimonials de ce qui se passe dans ta vie. Enfin, tu dis simplement, enfin, c'est comme des vlogs, hein, tu dis, bah voilà, il y a un sujet, par exemple, tu vas aller, on en parlait juste avant, il y avait des abris de jardin et tu t'es rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes âgées qui étaient à côté et que ça intéressait beaucoup de personnes. Et en gros, tu donnes ton avis et ton point de vue sur ce qui est en train de se passer. Je trouve ça vachement bien. Sur les âgés aussi, enfin, il y a plein de sujets qu'on pourra aborder. Ce que je me dis, c'est par rapport à ton ressenti aujourd'hui de l'immobilier, c'est un peu, parce que là, tu es vraiment dedans encore aujourd'hui. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est une question assez intéressante parce que ce que tu me disais juste avant, tu me disais, Victor, bon, nous, de temps en temps, on peut être un peu considérés comme des experts de l'immobilier. Puis moi, on s'est marré. Puis moi, je dis, moi, je sais pas, j'y connais rien, tu vois, je sais pas ce qui va se passer, etc. Et tu m'as dit, oui, Victor, parce que si on savait ce qui allait se passer, bien sûr, on serait multimillionnaire, encore plus, on aurait encore plus avancé. Donc pour toi, là, on est en mai 2024. Pour toi, c'est quoi la situation actuelle? Qu'est-ce que tu ressens du terrain et pourquoi? Alors, question très intéressante. Bon, déjà, le marché immobilier, il y a plusieurs marchés, hein, et il y a plusieurs même forces qui vont se superposer, hein, avec des flux migratoires en bord de mer suite au Covid, avec des problèmes de pouvoir d'achat. Donc, c'est très complexe parce qu'on ne peut pas donner une tendance nationale qui est vraie pour tous les territoires. Première chose. Deuxième chose, il y a eu un frémissement de marché, des acheteurs qui sont un petit peu revenus, parce qu'on a les taux qui ont baissé à peu près de 0,5, 0,6. Voilà. Donc ils sont revenus, il y en a qui ont dit bon, c'est bon, ça repart comme avant, etc. Je pense pas vraiment. Moi, je pense qu'il y a des files d'attente qui se créent avec des gens qui ont leur projet, mais qui rentrent dans les files d'attente parce qu'ils peuvent pas en sortir parce que la banque prête pas. Donc les files d'attente, elles se remplissent, elles se remplissent. C'est ce qu'on a vu un peu les 2 dernières années. Et ensuite, il y a eu cette petite baisse des taux qui fait que il y a des gens, et puis ils en avaient marre d'attendre, il faut bien exécuter le projet, ils ont eu des bébés, il faut une nouvelle résidence principale, etc. Donc, il y en a qui ont réussi à sortir de la file d'attente, et puis les agents IMO, les courtiers les ont vus arriver, ils ont dit, ça y est, il y a enfin des gens qui viennent nous voir de nouveau, ça y est, c'est bon, c'est reparti. Je pense pas tout à fait. Enfin, donc, je pense que c'est ces gens-là qu'ils ont vus, mais c'est pas le marché dans sa globalité qui est reparti. Après, c'est alors quand je regarde quelqu'un qui parle du marché immobilier, la première chose que je regarde, c'est qui est ce gars-là. Donc là, je voyais le patron de la FNAIM qui représente toutes les agences IMO, etc. Lui, il veut que les politiques agissent, donc il crie que tout va mal, que c'est la catastrophe, etc. Après, il y en a qui ont un biais où ils veulent un petit peu faire croire que tout va mieux et que c'est bon, vous pouvez revenir et on va vous prêter, vous pouvez activer votre projet. Donc en fait, à regarder ce que tout le monde dit, finalement, on ne comprend plus rien. Et ça répond un peu à ce que je te disais tout à l'heure, c'est que c'est comme sur les marchés financiers. Si on savait comment les marchés financiers allaient évoluer, eh ben, on serait tous très très riches. Alors, il y a un petit peu de ça dans l'immobilier aussi, c'est-à-dire qu'il y a de multiples facteurs à la fois macroéconomiques qui vont influencer, en particulier les taux, mais pas que, qui fait que c'est très difficilement lisible sur le long terme.
Et donc, contrairement peut-être à la bourse, il y a peut-être une des choses en immobilier par contre qui est très intéressante et là où on peut jouer, c'est tout ce qui est arbitrage. C'est-à-dire que il y a un bien qui va être mis en vente. Parfois, vous êtes un des seuls à le savoir, ou il y en a très peu de gens, il n'est pas encore affiché. Et puis, il y a une anomalie de prix parce que la vente est urgente. Voilà. Donc, on n'est pas sur les marchés financiers, tout le monde n'est pas au courant. Donc, vous n'êtes pas à la lutte contre des gens qui ont des algorithmes et qui sont meilleurs que vous. Donc, vous avez une situation où vous pouvez bien acheter, bien mieux que la normale, voire même faire des arbitrages, ce que font les marchands de biens d'ailleurs, c'est que de l'arbitrage. Hein. Et donc, c'est plus facile qu'en bourse de gagner de l'argent à très court terme en immobilier, en tout cas. Moi, je crois très peu au trading en bourse, parce que ce que je disais, il y a des gens de Goldman Sachs, il y a des prix Nobel, il y a des médailles Field, il y a des algorithmes et des serveurs extrêmement puissants, et donc des gens meilleurs que nous, et donc c'est très difficile de gagner. Donc l'immobilier, pour moi, il a deux vertus que n'ont pas la bourse, c'est que possibilité de faire de l'arbitrage, mais aussi possibilité quand même de faire des investissements long terme avec des taux fixes bas, qui sont quand même dans le temps, avec un marché de l'immobilier et un déficit de logement qui augmente, qui augmente et qui augmente, qui sont quand même relativement sécurisants. Donc voilà, moi, avant j'étais bourse IMO, maintenant je suis fonds IMO, parce que je considère que c'est quand même, d'une part, il y a une stabilité, il y a moins de volatilité, et même dans un marché IMO qui est un peu en crise comme aujourd'hui, je continue à être un passionné d'immobilier et à me nourrir d'affaires immobilières. Hein. Tu vois, après, je me pose plusieurs questions. Là, aujourd'hui, effectivement, moi, je suis convaincu que le marché, en fait, des divorces, ça ne s'arrête pas. Alors, je me demande s'il n'y en a pas encore plus. Du coup, les gens sont obligés de vendre. Les décès, il y a quand même les baby boomers sont encore là et continuent. Il y a des transmissions à faire. Ils ont aujourd'hui, je ne sais pas exactement quelle est la tranche d'âge, mais ils sont dans les 70, 80, 85, 90 peut-être les baby boomers aujourd'hui. Non, en fait, ils sont plutôt dans les 80. Plutôt 80, 75, 80, ils sont nés à 46, 47, 48, tout ça. C'est exactement ce que je suis en train de dire, Oui, donc oui. plutôt 80 maximum. Et du coup, eux, il y a quand même du mouvement de ce côté-là. Après, il y a exactement ce que tu as dit, il y a cette transition où beaucoup de gens veulent quitter finalement. J'ai l'impression que beaucoup de gens veulent quitter Paris, mais c'est hyper biaisé encore une fois, parce que c'est ma tranche d'âge, c'est des gens qui ont des enfants, qui veulent, ils n'ont pas les moyens forcément de rester à Paris, où il y a eu aussi le Covid, donc c'est un peu compliqué. J'essaie de trouver des données en fait pour vraiment avoir une vision concrète de ce qui se passe. Il y a des données quand même sur l'immigration interne de la France, et on se rend compte qu'en fait l'immigration va vers les côtes, un peu ce que tu disais. Tout ça, il y a quand même un volume de biens immobiliers qui sont là, et puis des personnes qui ont lancé des travaux. Moi, je sais parce que c'est des immeubles que je peux racheter. Ils lancent des travaux, finalement, ils se sont plantés quelque part où la mairie leur a interdit de mettre du PVC, ils auraient dû mettre du bois. En fait, ils n'ont plus de budget. Ils se disent, OK, le projet, je vais aller jusqu'au bout, mais en fait, j'en peux plus, rachetez-moi mon immeuble. Et en fait, pour moi, il y a plein d'opportunités à saisir en ce moment. Je pense que c'est vraiment bien. La chute des prix, comme ce que tu disais, là, globalement, il y a une estimation une chute de 8%, enfin une chute de 8% sur cette année globale. Mais je crois qu'on en avait parlé la dernière fois. Quand il y a 8% de chute, d'un côté, il va y avoir du Nice qui continue à prendre. De l'autre côté, il va y avoir des régions un peu dévastées où ce ne sera pas du moins 8, mais plutôt du moins 15. Quoi. Donc, Alors, je pense qu'il y a dans les choses qu'il y a à faire en ce moment. Je vais te dire après ce que je pense un peu du futur, mais dans une vie, on a des revenus qui sont plutôt faibles. Enfin, quand on débute à 25 ans, qui vont monter, et puis à la fin, on est en CDI encore jusqu'à 45, 50, et puis parfois on rebascule freelance, on finit par faire un changement d'activité. Bref, il y a quelques années dans lesquelles on est un peu au top sur notre capacité d'achat et notre capacité finalement à acheter le meilleur produit qu'on pourra acheter au cours de notre carrière. Et donc, d'une part, il y a cette capacité qu'on a tous individuellement, puis d'autre part, il y a le marché, l'offre qui va évoluer avec des prix qui vont monter, qui vont baisser. Et quand même, je trouve que dans une vie, il ne faut pas rater ces rares années où on est en CDI avec un salaire important et où on va pouvoir accéder à ce qu'on pourra de mieux dans notre vie. Et moi, je vois en ce qui me concerne, il y a des moments, elle est passée cette période-là. Mais c'est un peu les dernières années qu'on vit en CDI ou des moments où on vient de sortir d'une boîte par un plan social et prendre un chèque, où il y a différents événements de la vie. Et je trouve quand même que ces moments-là, ils sont judicieux pour aller chercher notre appartement de nos rêves.
Et parfois, c'est même plus important de savoir finalement toi à quel moment tu es et si tu es là-dedans et d'aller chercher ce bien-là, quel que soit le marché, j'ai envie de dire, que ce soit maintenant ou pas. Et sur le marché actuel, moi j'ai des amis là qui viennent d'acheter un très bel appartement familial Paris 6e, mais alors aucun souci, aucun problème, je suis sûr que leur investissement c'est super quoi, parce que le truc c'est qu'en ce moment, comme c'est un peu tendu sur l'immobilier, ils ont pu le trouver, étage élevé haussmannien Paris 6e. Ça, dans un marché tendu comme il y avait les années précédentes, tu le trouves pas. Tu le cherches, tu le trouves pas. Et c'est un peu ce que tu disais, c'est issu souvent, les meilleurs produits sont très souvent issus des ventes forcées. C'est-à-dire décès, démission, divorce, enfin tu vois la série des D là. Ces ventes forcées font que ça va mettre un bien sur le marché sans que le propriétaire du bien ait décidé de le vendre. Et c'est comme ça qu'on trouve les pépites, parce que souvent les biens qu'on vend, c'est pas systématique, mais c'est ceux qu'on accepte de vendre ou bon, on se sent pas toujours si bien que ça et tout ça. Mais quand on a une pépite dans les mains et qu'on se sent super bien, on le vend pas. Et la seule chose qui va déclencher la vente, c'est ces événements de la vie. Donc eux, ils sont toujours là. C'est ce qui fait qu'on a un nombre de transactions en France, quoi qu'il arrive, qui sera toujours à un certain niveau avec toutes ces ventes forcées. Et c'est d'ailleurs en ce moment intéressant de voir que qu'est-ce qui fait les prix, qu'est-ce qui fait les statistiques. C'est plutôt les ventes forcées. Et donc moins les investisseurs et toute cette catégorie de gens-là. Donc attention aux statistiques, parce que ça veut dire que c'est plutôt les biens qui sont plus sympas que la moyenne qui font les statistiques aussi. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une lecture des statistiques et de la baisse de 5% qui est peut-être un peu plus, parce qu'on ne se base pas sur le même type de bien et la même qualité moyenne de bien pour sortir des statistiques qui ne sont pas retravaillées, mais qui sont brutes. On prend tous les apparts vendus dans telle ville, et poum, on te fixe un prix au mètre carré, puis après on dit, bah tiens, ça a baissé de ça. Mais en fait, le diable un peu se cache dans les détails, c'est que c'est pas les mêmes biens qui sont vendus. Et donc, attention aux statistiques. Et puis, sur ce qui va se passer dans le futur, la baisse de taux qu'on a eue, là, elle est un peu, j'ai envie presque de dire, ridicule sur la capacité de pouvoir d'achat que ça a redonné aux gens, parce qu'ils avaient perdu sur un bien moyen peut-être 50 000 euros avec la hausse des taux qui ont pris plutôt 2,5-3%. Et là, ils ont regagné peut-être 10 000, 15 000 euros maximum. Donc, c'est pas ça qui va redonner la vraie capacité d'achat. Après, quand même, l'immobilier, si on regarde l'inflation qu'il y a eu entre-temps, et en plus, avec de la baisse de l'immobilier, en 3 ans, on a peut-être perdu quand même plutôt 20%, tu vois. Donc là, on peut se dire que ça commence à devenir un peu significatif. Beaucoup disent que c'est en fin d'année que le point bas va être atteint. Pourquoi ? Parce que... ils regardent la vitesse de la baisse des transactions. Et le décalage ? Ouais, il y a un décalage. Il y a toujours l'indicateur avancé, c'est la variation du nombre de transactions. C'est un peu l'indicateur avancé. Donc là, la baisse des transactions a été brutale et maintenant, elle est de moins en moins brutale, voire même elle va se stabiliser. Oui, et après, ça va repartir à la hausse. Donc bon. C'est annuel, c'est ça ? Ouais. C'est un peu comme l'inflation. Ouais, mais c'est annuel glissant. Oui, c'est ça, mais l'inflation, c'est pareil. En fait, vu qu'on te compare au mois par exemple, là, on va nous comparer de mai à mai et qu'on ne compare pas de mois à mois. En fait, c'est assez compliqué. Enfin, moi, je trouve que c'est assez compliqué. C'est une façon de voir les choses, c'est intéressant dans un cas, mais ça peut être compliqué de voir la réelle variation, en réalité. C'est pas vraiment... ça peut être un peu trompeur, mais les variations, quand même, ont été assez brutales, là. Donc... je crois pas mal, moi. Enfin, on est bien obligé de regarder les chiffres qu'on a, mais après, on se dit ça, il peut se passer des événements macroéconomiques qui chamboulent la donne et tout. Donc, la seule chose que je dis souvent, c'est OK, faut surtout, peu importe quand on achète, mais acheter bien le moment où vous achetez. C'est-à-dire que dans le marché dans lequel tu vas acheter, il faut vraiment essayer de faire une bonne affaire. Soit parce que l'appartement est exceptionnel, tu le payes le prix, mais ça tant pis, parce que la qualité reste, le prix s'oublie. Dans 20 ans, il sera toujours exceptionnel, ton bien. Soit parce que l'affaire est vraiment intéressante financièrement, et même si c'est un bien qui n'est pas prime dans le meilleur quartier, l'affaire par rapport au moment où tu l'as acheté est très bonne. Et donc, 2 scénarios où le marché continue à baisser, et finalement, tu vas pas encaisser vraiment une baisse, parce que tu auras très bien acheté, donc tu vas retrouver à peu près tes billes.
ou soit le marché rebondit et de toute façon, tu vas gagner de l'argent. Donc, faut pas se bloquer dans son projet. Alors, sauf si la banque dit non et tu as tout essayé et tu peux pas. Là, dans ce cas-là, tu essayes de faire d'économies et puis tu attends. Mais se dire, je ne fais pas mon projet parce que moi, je sais que on en a encore pour 5 ans de baisse, je trouve que ce serait quand même pas très judicieux. La raison pour laquelle, par contre, ne pas exécuter son projet, c'est par exemple acheter une résidence principale quand tu sais que tu as envie de déménager tous les 6 mois. Tu vois, là, il y a un coût financier, un délai de conservation pas suffisant finalement pour que l'opération soit intéressante. Ouais, parce que là, on peut rentrer sur d'autres questions. En fait, si tu veux, moi, ce que je me dis, c'est vaut mieux agir très vite quand tu es en capacité de faire quelque chose parce que tu sais pas de quoi demain sera fait. C'est toujours comme ça que je me suis constitué. Donc, à chaque fois que j'ai une capacité d'emprunt, j'ai exécuté. Après, j'ai cherché une autre capacité d'emprunt pour exécuter. Et effectivement, le marché, là, on parle de taux qui semblent très importants, mais en réalité, c'est pas si important que ça. Moi, quand j'ai commencé, on était quand même à du 2 et quelques % d'emprunt, 2,45 je pense. En réalité, on est à 1% près, on n'est pas très loin aujourd'hui. Le changement entre les taux, en fait, je pense qu'il y a une donnée supplémentaire. Donc, grosso modo, si on fait varier soit le loyer, soit le prix au mètre carré, il y a 30% d'écart quand on était passé de taux à 1% ou à 0,90 à des taux à 4,15 quoi. C'est les calculs que j'avais fait à ce moment-là. Là, la variation, elle n'est pas aujourd'hui de 26 ou 30%, elle est un peu moins parce que l'écart de taux est inférieur. Mais il y a quand même quelque chose d'autre. C'est effectivement, de ce que tu disais, je suis tout à fait aligné avec toi. Donc, non seulement les prix de l'immobilier ont pu baisser, l'inflation en plus fait que la réelle baisse est plus importante. Ça, je ne l'ai pas calculé d'ailleurs. Par contre, de l'autre côté, les loyers sont indirectement, alors l'État joue un peu dessus, mais ils sont indirectement indexés sur l'inflation. Donc avec beaucoup de décalage, je pense que c'est assez marrant parce que j'étais à l'époque, donc personne ne parlait d'inflation, j'avais fait un peu sur l'inflation il y a super longtemps, et j'étais avec une personne qui était en charge, c'était de tout le parc IMO d'AXA. Et la personne me disait, je lui disais, tiens, là, l'inflation, ça arrive, ça va déconner. Je suis persuadé que l'État ne va pas laisser les loyers réellement s'indexer sur l'inflation. Sinon, ça va être une cata parce que tu vas te retrouver le trimestre d'après. Bon, tu vas te retrouver quand à ton échéance, quand tu peux changer, en fait, quand il y a une réévaluation de ton loyer, tu vas te retrouver à avoir un loyer qui grimpe. Quoique, quoique je dis ça, ils l'ont fait sur les taxes foncières, ils ont fait un x2, il n'y a pas de problème, quoi. Et en gros, normalement, des loyers devrait le problème c'est que si on a un temps plus long, là on pense sur du vraiment court terme parce que d'un point de vue court terme, nous ce qu'on fait c'est des acquisitions, on doit se dire qu'est-ce qu'on fait maintenant, et d'un point de vue un petit peu plus long, avoir une vision de se dire grosso modo ce qui est en train de se passer aujourd'hui qui est un peu cette crise, est-ce que les loyers finalement vont pas retaper l'inflation, donc finalement prendre cette augmentation qu'il y a eu de ces derniers temps, et finalement la baisse de l'immobilier qu'il y a aujourd'hui qui est due au taux, si les taux arrive à du 2% en target final, ce qui est l'objectif des banques centrales, parce qu'en fait les taux immobiliers devraient être à peu près similaires à l'inflation si on pense un peu macro. On peut se dire, si on se dit que ça va aller là-dedans, qu'il n'y a pas de guerre, qu'il n'y a pas de truc comme ça, que la France continue pas son déclassement et que c'est pas une cata totale, finalement il n'y a pas un énorme risque. Et aujourd'hui, quand on voit le marché de l'immobilier où il y a plein d'opportunités, autant y aller, autant les saisir. Et c'est plutôt vachement bien, en fait, d'y aller. Après, il y a plus de problématiques techniques. Je sais pas si ça te parle un peu de ça. Oui, voilà, moi je regarde un peu toutes ces données-là, mais tu vois, c'est pour ça que j'aime bien les parkings, c'est que je suis pas lié à la réévaluation et je suis pas capé sur les loyers. Je suis beaucoup plus libre. Mais cela dit, même sur les parkings, faut pas rêver. C'est pas parce qu'il y a une inflation qui est très élevée que tu peux augmenter tes prix. C'est toujours l'offre et la demande. Et si les gens, sur des territoires où ils n'ont pas un pouvoir d'achat démesuré, ils subissent l'inflation, je ne pourrais pas pour autant augmenter comme je veux mes parkings. Donc bon, après moi, beaucoup disent par exemple, aujourd'hui les taux sont élevés. Donc c'est vrai que ça fait qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont plus présents parce qu'ils ne veulent pas avoir un rendement de 4 ou 5% s'ils ont 4 ou 5% de frais sur leur crédit, quoi. Ils se disent ça n'a pas de sens, donc je me retire du marché. Donc il y a moins d'investisseurs, donc on peut se dire, regardons les produits d'investissement parce qu'il y a plein de gens qui sont plus là. Et puis, moi, je mise sur le fait que les taux ne vont pas rester indéfiniment à 4 ou 5%. Je sécurise ma transaction maintenant et quand les taux auront baissé, j'aurai une capacité à les renégocier. Donc on entend aussi beaucoup cette stratégie-là. Donc elle est basée sur
l'espoir qu'on ait une baisse de taux dans les, on va dire, 5 ans pour que ce soit intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand même, on emprunte sur 20, 25 ans. Donc, ce sont des très longues périodes. Donc, je ne connais pas la probabilité, je ne sais pas si les économistes ont calculé ça, mais qu'on retrouve du 2% dans les 5 ans. Je ne sais même pas si c'est une probabilité qui a été calculée ou qui est calculable. Mais si c'est le cas, c'est vrai que celui qui achète à un très bon prix un produit quand les taux sont à 4 et 5, qui va renégocier, qui va regagner 3 points derrière, c'est très intéressant parce que normalement, si tu achètes un produit au rendement d'investissement, quand les taux à 1%, et taux à 1%, par rapport à son niveau de risque, on va dire à plus 4, ce produit-là, il faisait du 5% de rendement quand les taux étaient à 1. Aujourd'hui, si les taux sont à 4, normalement, il a pris aussi 3 points. Donc tu dois l'acheter à 8%. Tu vois ? Et donc si tu l'achètes à 8%, mais que les taux rebaissent derrière et que ton crédit à 4, tu le renégocies à 1, bah là, tu as une marge phénoménale. Faut voir parce que je suis pas sûr que ça se suive exactement comme ça. Mais alors, ce que j'ai dit, c'est de la pure théorie financière. Voilà, mais parce que je suis pas sûr que les. Mais dans l'idée, quoi. Ouais, normalement, l'investisseur devrait réfléchir un petit peu comme ça. Après, bon, tu investis pas forcément tout le temps en mettant 100% en crédit. Donc, tu vois, il y a plein de variables qui font qu'on n'est pas exactement là-dedans. Mais l'idée aujourd'hui, c'est que un immeuble de rapport, en fait, quand tu exigeais du 9% de rendement quand les taux étaient à 1, aujourd'hui, normalement, si tu es cohérent avec ta méthode d'investissement, il faut que tu ailles chercher du 12. Donc tu vois, tu prends du 12 aujourd'hui, puis tu renégocies ton crédit derrière quand les taux auront baissé, tu regagnes des points. Que tu n'aurais pas gagné si les taux n'avaient pas monté. Donc quelque part, tu peux essayer de prendre à ton avantage cette hausse de taux pour aller chercher du rendement plus haut. Après, tu vois, parce que moi, je regarde, enfin, tu vois, je suis assez actif dans des villes comme Béziers, tu vois, où j'ai plusieurs immeubles là-bas. Quand j'ai commencé à regarder Béziers à l'époque, en fait, chaque ville a un rendement d'immeuble d'investisseurs. Quand on connaît une ville, on sait que telle ville a 5, même 5, ça peut mettre 4, même à Paris, je ne sais même pas combien ça doit être même du 3 à Paris. Bref, on sait quels sont les rendements donc, bruts. Donc loyer hors charge x 12 divisé par le montant total de l'investissement. Et Béziers, moi, quand je regardais ça à l'époque, on pouvait choper du 11. Après, les immeubles de Béziers, c'était du 10. Et à la fin, avant l'augmentation des taux, c'était très dur de récupérer des immeubles à Béziers au-dessus de 8. Donc le prix de l'immeuble de Béziers, c'était du 8% de rendement. Bon, après, ça s'ajuste en fonction de la qualité de l'immeuble, etc. etc. Et là, aujourd'hui, on n'est pas encore retourné. Enfin, il y a des pépites qui sortent à 10, 12, 13, mais on n'est pas, j'ai pas l'impression, il faudrait que je regarde aujourd'hui, mais on n'est pas encore retourné à du 10% brut à Béziers. On n'a pas encore fait cette transition parce qu'il y a aussi autre chose. C'est que les marchés, en fait, je pense qu'il y a tous ceux qui ont investi comme moi, on n'a strictement aucun intérêt à vendre, enfin d'un point de vue mathématique. On a des rendements qui sont calculés sur des taux passés à 1%, à 2%. On n'a quasiment aucun intérêt à vendre ces trucs-là. Oui, alors ça, c'est un énorme problème là, que tu soulèves, parce qu'en fait, avec notre système de taux fixe en France, on s'est gavé, j'ai envie de dire, de taux à 1%, que ce soit pour des résidences principales ou de l'investissement, ce qui fait que ça paralyse le marché. Quand on réfléchit 5 minutes, même si tu as une résidence principale que tu as financée à 1%, que tu as besoin d'une chambre de plus, la chambre de plus, ça va te coûter une fortune, parce que tu vas refaire un crédit au taux actuel à 4%. Tu peux pas. Tu as un frais financier énorme. Soit tu peux pas, ou même si tu peux, les frais financiers de ta chambre de plus sont devenus énormes. Donc les gens restent chez eux, ne déménagent pas. Ceux qui ont fait leur invest n'arbitrent pas parce qu'ils veulent garder leur crédit à 1%, parce que c'est le capital restant dû chaque année qui les enrichit, et ils ont bien raison de le garder. C'est d'ailleurs une des réflexions qui a été, je crois que c'est la FNAIM qui a proposé ça, qui veut réguler pour essayer de forcer un peu plus les banques à faire de la portabilité de crédit pour redynamiser le marché. Ça veut dire que tous tes crédits que tu as fait à 1%, tu vas pouvoir vendre les immeubles qui sont associés, réinvestir sur un autre immeuble et garder ce crédit à 1%. Donc c'est la proposition. Je ne suis pas du tout sûr qu'elle sera... La banque, elle ne se finance pas comme ça. Voilà, il y a le problème au niveau banque, et puis il y a un autre problème, il est politique. C'est-à-dire que on n'en parle pas souvent de ça, mais il y a une génération qui a acheté de l'immobilier, ou de la résidence principale ou de l'investissement, et qui a gagné beaucoup d'argent parce que l'immobilier a monté, sans faire forcément énormément d'efforts. Il suffit d'acheter
T'achetais une maison à Versailles il y a 15 ans, aujourd'hui, elle a doublé, quoi. Et t'as rien fait, t'as juste vécu dedans. Alors que aujourd'hui, les jeunes qui arrivent sur le marché, ils arrivent à des prix d'immobilier qui sont délirants et ils n'arrivent pas à acheter. Donc, on voit bien que d'un point de vue politique, il y a une espèce de justesse qu'ils veulent rétablir et donc ils aimeraient bien que quand même que les prix baissent pour que cette nouvelle génération puisse accéder quand même à l'immobilier. Donc c'est pour ça aussi. Alors puis en plus il y a le budget de la France qui est déséquilibré là, il y a 140 milliards de déficit budgétaire annuel, qui fait qu'il n'y a pas les moyens non plus de toute façon de mettre en place des incitations pour relancer l'immobilier. Donc ces deux phénomènes-là font que il y a l'inaction politique qui doit se réjouir intérieurement de la baisse des prix. Après, il faut faire très attention parce qu'elle a des effets pervers aussi. Mais pour essayer au moins de redonner des chances aux jeunes d'acheter de l'immobilier, quoi. La problématique des jeunes, c'était ressorti. C'était assez intéressant parce que je me rappelle de certains politiques qui disaient voilà, l'augmentation. Tu achètes ta maison voilà, à Versailles, tu achètes 500 000. Je ne sais même pas comment ça vaut aujourd'hui, peut-être ouais, 1 million. 100 millions. Ouais. Ouais. Tu as 1 million. Tu es super content parce que ça a pris 20%, ça vaut 1,2 million. Mais ce que tu vois pas, c'est que tu vois tes enfants qui sont à côté de toi, eux, comment ils vont faire pour acheter la maison. Donc en fait, quand tu es content de prendre de la valeur, qui est en plus une valeur qui est pas réelle. En fait, c'est pas une valeur. Oui, c'est une valeur réelle, mais ce que je veux dire, c'est pas. C'est une prise de valeur qui est finalement pas liée à quelque chose. Les salaires augmentent pas autant, l'économie augmente pas. Enfin, c'est un peu un truc virtuel, quoi. Ouais, ça a été fabriqué aussi avec la. Tu vois, les crédits IMO étaient quand même plus compliqués avant, hein. Les longues durées, c'était plus rare, ça se faisait moins. Donc, les banques ont contribué un peu à ça. Puis, les taux bas ont aidé aussi à rallonger les durées des crédits. Donc, tout ça, ça fait de l'argent que tu injectes dans l'immobilier, tout simplement, hein. Après, maintenant, il est en train de. La masse globale de la valeur de l'immobilier est en train un peu de baisser enfin, avec les taux qui sont plus élevés. Mais il y a un autre sujet intéressant que je regardais, c'est historiquement, il y en a qui font des études historiques sur des siècles et des siècles. Et ils regardaient dans les actifs mondiaux, si tu veux, la proportion de l'or avant était beaucoup plus importante. Et la proportion de l'immobilier beaucoup plus faible qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une masse d'argent que constitue aujourd'hui l'immobilier, quoi. Donc, ceux qui font des recherches historiques auraient tendance à dire prendre l'or, parce que l'or, aujourd'hui, c'est 1% de la valeur des actifs mondiaux, alors qu'en 1800, je sais pas quoi, c'était 30%. Alors que l'immobilier, c'est le contraire, tu vois, ça représentait une valeur très faible qui est devenue énorme. Après, bon, c'est toujours compliqué. Enfin, pourquoi on explique ça? Est-ce que c'est du coup, il y a danger ou pas? Est-ce qu'on va revenir sur des proportions comme avant? Enfin, on peut spéculer là-dessus, mais en tout cas, l'immobilier est hyper cher. Il y a une raison, hein, c'est que dans une vie, si tu veux que ta vie soit bien, un des principaux facteurs financiers liés à ça, c'est où tu vas vivre, hein, dans quoi tu vas vivre, à quel endroit, et donc c'est l'immobilier. Tu vois, moi, je suis très pro-IMO aussi, sauf que, tu vois, là, par exemple, alors après, ça dépend, tu as des moments, il y a des moments, je me dis quand même, l'IMO, en fait, je pense que pour beaucoup de personnes, commencer par l'IMO, faire ses premières opérations, alors, opérations à fort cash flow ou pas, passer sur du marchand, etc. Enfin, c'est quand même... moi, je trouve que c'est quand même un truc qu'il faut faire, quoi. C'est un truc qu'il faut faire. C'est... de faire ça, ça permet à un grand nombre de personnes qui ne sont pas forcément très business au début d'arriver sur quelque chose et de jouer avec des gros montants. Parce que tu as quand même un enjeu. Encore une fois, disons, tu as 3 types de personnes. Tu as une personne qui la finance, l'investissement, ça ne l'intéresse pas. Bon, elle va suivre les trucs de son banquier, je ne sais pas ce qu'elle va faire, mais elle va peut-être pas investir ou peut-être prendre une assurance vie pas forcément intéressante. Et prendre peut-être un Pinel, ça gagne plus d'argent, etc. Peut-être acheter sa RP. Voilà, acheter sa RP quelque part. En ne faisant pas les calculs que tu as fait, c'est-à-dire potentiellement acheter sa RP à Paris aujourd'hui, alors qu'elle ne se rend pas compte qu'il faut, j'avais refait des calculs, ça dépend de la taille de l'appartement, etc., mais il te faut entre 17 et, 17 et 30 ans pour rembourser tes frais d'acquisition, donc tes frais de notaire, potentiellement tes frais d'agence, tes travaux supplémentaires que tu ferais parce que c'est ton appartement, et en plus tu as un décalage en termes de cash flow tous les mois, parce que vu que tu es propriétaire, ça te coûte plus cher, parce que tu as... si c'est pas encore remis dans le loyer, tu as ta taxe foncière, tu as potentiellement d'autres choses qui t'incombent en tant que et tu as d'autres charges qui sont liées à toi en tant que propriétaire. Bref, sur un appart à Paris, on se dit ok, on est super content d'acheter quelque chose, on jette pas de l'argent par les fenêtres, mais en réalité,
il faut en jeter pas mal. Enfin, il y a pas mal d'années avant que ça fonctionne, quoi. Et tu as ces premiers profils-là qui sont, on va dire, intermédiaires. Tu as les premiers, tu as les profils intermédiaires où les gars vont se dire, OK, je veux quand même bien vivre. C'est peut-être eux d'ailleurs qui ont des Pinel. Ils vont se dire, OK, je vais me renseigner. Je vais me renseigner sur comment on investit en bourse. Je vais prendre des ETF. Je sais que le marché, je ne peux pas forcément faire mieux que ça. Je vais m'enseigner sur. Donc, j'ai passé par des banques en ligne comme Fortunio qui coûtent moins cher que les autres, ou par des courtiers, Bourse Direct, etc. Je vais faire mon PEA. Je vais analyser vraiment tout ce qu'on me propose. Mais ils vont s'arrêter à l'étape, pour moi, un peu investissement, tu vois. Et après, l'étape investissement, pour moi, le locatif, tu n'es pas dans cette catégorie de personnes. Je dirais même que tu es dans. Si, ils vont peut-être faire un locatif, tu vois, un studio quelque part, mais un truc pas très rentable, tu vois. Mais un studio dans le centre de Rennes, un studio dans le centre de Nantes, tu vois, ils sont à 8 à Paris, etc. Et après, tu as les mecs plus hardcore qui sont un peu les gars, je pense, une bonne partie des gars qui écoutent le podcast, ou les mecs hardcore, dont moi je fais partie, c'est. Bon, écoute, ok, tu fais un calcul rapide, tu te dis, grosso modo, si je trouve un invest qui fait du 4% net après impôts, charges, etc., je veux 2 000 euros par mois, il faut 600 000 euros. Bon, ok, là en ce moment j'ai de l'inflation à 3%, donc c'est un peu chaud, il faut quand même que. Allez, hop, je double, il me faut 1,2 million pour avoir 2 000 euros lissés dans le temps. Comment je fais, quoi Comment je fais pour me taper 1,2 million? Comment je fais? On arrive tout de suite sur des montants de 2, 4, 5, 10 millions, et on se dit comment j'y vais. Y a Avant, on pouvait faire quand même une très très grosse partie grâce à l'IMO, pour différentes raisons, en multipliant des investissements à cash flow avec des banques qui nous suivaient sur des plus longues durées aussi. On a eu toute une vague où effectivement on avait des durées, on pouvait même avoir du 25 ans sur du locatif, on avait du 110% beaucoup plus facilement, on a eu des décalages pour les travaux beaucoup plus facilement, les travaux coûtaient moins cher, les banques donnaient de l'argent, les banques étaient aussi moins informées sur les investisseurs, alors qu'aujourd'hui elles sont beaucoup plus informées. Ce qui fait que des banques nous prêtaient de l'argent sans même vérifier si on a des emprunts entre parts et tout ça, sauf qu'aujourd'hui c'est plus le cas. Enfin, c'est moins le cas. Et là, d'un point de vue hardcore, on pourrait aller très loin dans l'immobilier sans basculer sur le marchand de biens. En fait, sans basculer sur l'immobilier que j'appellerais business. L'immobilier, je ne mets même pas le Airbnb dans l'immobilier business. Par contre, si tu crées une conciergerie ou si tu exploites du Airbnb pour 2 personnes, là, c'est vraiment business. Avant, on pouvait aller très très loin avec ça. Là, aujourd'hui, on peut aller un peu moins loin quand même. C'est un peu plus dur. Il faut trouver d'autres astuces. De toute façon, on trouve toujours des astuces. Et ça devient un peu des trucs que t'aimes pas trop et je peux comprendre, tu vois, genre tu vas faire du Airbnb, tu sais, de niche avec une jungle, un Airbnb jungle dans une ville. Effectivement, tu vas faire peut-être du 25-50% de rendement pendant 3-5 ans, mais après, qu'est-ce que ça va donner ces produits-là? On ne sait pas, mais tu seras content de l'avoir fait quand même parce que tu rembourses assez vite ton bien. Et après, la question de la bourse, on a toujours le même problème en bourse, c'est qu'on est obligé d'avoir du cash. Sauf si on s'amuse à. Ça dépend de la stratégie, mais grosso modo, on met du cash et donc on est obligé d'avoir de la liquidité, quoi. Donc, il peut venir de l'immobilier ou qui peut venir du travail. Et il y avait la partie business où en fait, on se posait moins la question, je pense, avant. Parce que moi, quand j'ai commencé, je me suis dit, en fait, l'IMO, quand j'ai compris le truc, je me suis dit, mais attends, je kill le truc IMO, je peux aller très loin. Je peux monter 1, 2, 3, 1-2 millions d'euros. Après, j'ai eu des problèmes, donc j'ai dû passer ça par le business. Mais en gros, avec l'immobilier, on pouvait aller très très loin au début. Sans aller dans du business, que ce soit business et animaux ou du business tout court. Là, il faut faire du business, quoi. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça change un peu, quoi. Il faut plus aller dans le business. Alors, en fait, quand les taux sont très bas, ça veut dire que à 1 ou 2%, tu peux faire de l'immobilier un peu comme du business. C'est-à-dire que tu gagnes de l'argent avec de l'immobilier relativement facilement. Ouais. Quand les taux montent comme aujourd'hui, eh bien, tu es obligé de basculer sur plus de business parce que, en fait, les rentas de l'immobilier, c'est souvent moins de 5%. Entre 5 et 10%, j'ai envie de dire, c'est de l'immobilier maquillé, c'est du Airbnb, du bail mobilité, même à Paris, ou des trucs comme ça. Enfin, tu es obligé d'aller un peu plus dans de la courte durée, dans de l'immobilier qui s'apparente au business. Et après, quand tu vas au-dessus de 10% de renta, tu vas dans des trucs vraiment business, marchand de biens, etc. Donc, pour moi, tu avais des gens qui pouvaient gagner de l'argent avec de l'invest ou du business. Après, tu montes les taux, et ben l'invest traditionnel, tu gagnes plus d'argent. Qu'est-ce que tu dois faire? Il faut que tu réfléchisses à tout ce qui est à bien plus que 5%. Donc, le business reste viable. Après, il faut regarder tous les business, ou alors de l'immobilier amélioré. Hein. L'immobilier amélioré, c'est Airbnb, des fois les colocations, tout ça. Mais alors attention avec l'immobilier amélioré, parce que l'immobilier amélioré, moi, je pense qu'il y a beaucoup de pièges dans l'immobilier amélioré. Hein. Pour moi, les colocations, soit des pièges, soit des modes qui sont passés, et il y a trop de gens qui sont venus dessus, donc ça ne marche plus.
Et donc là-dedans, on retrouve une série de colocs dans certaines villes, on retrouve du Airbnb aussi qui a subi de la régulation, donc tu peux plus en faire. Bref, il y a tout un tas de trucs. Mais il reste toujours des trous dans la raquette où tu peux acheter de l'immobilier et encore faire du 10%. Tu vois. Donc il faut aller chercher ces trous dans la raquette, souvent en ayant un plan B, parce que, par exemple, mobilité dans Paris. Tu achètes un petit appartement, un 30 mètres carrés avec 4 couchages dans un beau quartier de Paris. Aujourd'hui, tu as le droit de faire du bail mobilité, quoi. Et ça peut générer quand même de bien mener. Tu peux nous dire un peu, c'est quoi les critères du bail mobilité, tu les connais Ouais, c'est entre 1 et 10 mois. Alors, tu dois avoir par contre quelqu'un qui vient, soit un étudiant, soit quelqu'un qui vient en voyage professionnel, comme locataire. Et ensuite, tu peux marketer ça sur le canal Airbnb, qui est un canal quand même où tu loues de l'immobilier relativement cher, parce qu'en fait, souvent le prix de référence d'Airbnb, c'est la chambre. Alors après, la chambre, tu le multiplies par le nombre de jours. Alors bien sûr, quand tu loues un mois, tu loues pas le même tarif que quand tu loues 3 jours, mais malgré tout, tu arrives à trouver des tarifs qui sont à mi-chemin entre le Airbnb et la location meublée longue durée. Donc, tu vois, 30 mètres carrés, j'ai pas les chiffres exacts, mais... ça dépend où, parce que Paris, tu as vraiment des ouais, ça dépend où, mais un 30 ouais. mètres carrés qui se louerait 1400 à un endroit, tu vas aller en mobilité, tu vas pouvoir doubler. Après, il faut vraiment qu'il soit bien placé pour pas que tu aies le taux de vacances. Enfin, tu vois, c'est un des modèles auxquels tu peux réfléchir, mais tu es obligé d'aller réfléchir sur des modèles comme ça, parce que la hausse des taux te pousse à réfléchir et à t'adapter. Donc, l'immobilier n'est pas mort, mais à l'ancienne, l'immobilier non meublé qui te rapporte du 3%, si ton coût du crédit est 4,5%, c'est chaud, quoi. Ouais, mais en fait, là, la disparité, c'est que nous, on n'a pas... c'est marrant parce qu'on n'a pas du tout le même parcours IMO, finalement. Alors, on a un petit book à peu près similaire, parce que moi, du coup, j'ai pas mal d'actifs à Paris. Mais sinon, moi, j'ai fait justement... tu sais, j'ai fait beaucoup de colocs, alors, j'ai plus d'Airbnb, là, mais ça reprend. J'avais beaucoup d'Airbnb. À un moment, Airbnb, ça avait tellement explosé que c'était devenu ce qui me rapportait le plus, alors que ça vaut aucun rapport, tu vois. Enfin, anomalie, Covid, machin, etc. Et en fait, moi, l'immobilier, c'est marrant parce que moi, la partie business, mais c'est dans ma vision des choses, tu vois, pour moi, une coloc, j'ai même pas... c'est vrai que tu considères plus tes locataires comme des clients, et quand tu es dans du Airbnb, c'est clairement des clients, etc. Mais moi, j'ai même plus tu sais, cette vision où je me dis que la coloc... Pour moi, la coloc, c'est rentrer dans les mœurs, tu vois. C'est devenu un asset normal. Alors, moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir des endroits... Enfin, j'ai pas encore de problème sur mes colocs. Mes colocs à Paris, c'est hyper biaisé parce que du coup, ça a vachement, tu vois, les prix des chambres. Enfin, tu vois, j'ai des appartements rez-de-chaussée, 3 pièces, 750 € la chambre, dans le 15e, tu vois. Bon, quand j'ai commencé, la chambre, elle devait être à 500 balles, tu vois. 500 balles maintenant, c'est même ce que je mets pas au Aubervilliers, tu vois. Et du coup, moi, ces assets-là, bon, après, il y a ceux qui sont effectivement allés faire des... mais ça revient aussi aux opérations, c'est-à-dire, moi, par exemple, aller faire une coloc dans un endroit qui est un peu isolé, un peu compliqué, si j'arrive à... Il faut se dire qu'à l'époque, en gros, pour faire du coup du cash flow dans la trésorerie qui reste final, donc ça dépend des taux, etc. Mais à l'époque, on faisait et ça dépend de toutes les charges qui est liées à l'appartement, mais à l'époque, on faisait du 10%, on avait du cash flow. Aujourd'hui, on pouvait avoir du fort cash flow aussi. En fait, aller dans un endroit, acheter un bien qui n'est pas super, mettre de la coloc pour s'en sortir vite fait à du 9% dans un endroit, ça peut être dans le nord, si on fait en fait, si notre produit, il est pas... Quand on sort la coloc, il faut vraiment que ce soit rentable, quoi. Et si on sort la coloc, on a des vraies grosses rentables parce qu'on a bien fait son projet, là, il n'y a pas de problème. Si on fait un projet un peu moyen, qu'on sort une coloc, ça passe dans un moment où il n'y a pas de coloc dans le coin et qu'en fait la concurrence va arriver, là ouais, on va se faire dégommer. C'est un peu comme quand j'avais lancé mon coworking à Paris, c'était un des premiers coworking de Paris à l'époque. À l'époque, je louais, mais il y avait, je sais pas, je sais même pas combien on était par salle, tout est loué tout le temps, etc. Là aujourd'hui, il n'y a plus le même nombre de locataires, les usages ont changé, les gens veulent autre chose, le coworking tout le monde connaît, il y a une nouvelle chose. Donc moi je suis convaincu que en fait moi j'ai pas les mêmes ratios que toi sur les rendements parce que moi ça a été vraiment mon truc le rendement, donc j'y suis allé à fond.
Du coup, moi, le décalage dans les rendements, je le vois vraiment différemment. Et même, moi, j'ai des projets qui sont beaucoup plus risqués que d'autres et qui, finalement, même sur le papier, donc avant de gérer tous les problèmes, donc que ce soit la vacance ou que ce soit les charges, j'ai des trucs de base, ça a des rendements de, je sais pas, de 9, tu vois, sur le papier. Et en réalité, et donc c'est censé être plus sécure que d'autres, mais en fait, pas du tout, quoi. Donc je pense que je suis tout à fait d'accord sur la notion que normalement ton rendement, ça doit témoigner d'un risque. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on t'apprend tout le temps, et ce qu'on t'apprend tout le temps dans tes études de finance, et qu'on n'arrête pas de te répéter. Mais en réalité, c'est une pensée, mais une pensée que tu as toi aussi, parce que tu as une pensée très foncière aussi. Ah oui, pour moi, le rendement est complètement associé à un risque. C'est-à-dire que quand on m'appelle pour des biens qui ont des rendements très élevés, j'y vais pas. Je considère que c'est une perte de temps. C'est un truc de fou, mais pour moi, c'est un filtre. C'est une pépite. Parce que par exemple, ton marchand de biens, c'est en fait le rendement que tu fais en marchand de biens. Alors, c'est pas pareil. Quand je dis rendement, quand je cherche à faire un investissement locatif, par exemple, par définition, je suis plutôt un investisseur patrimonial. Donc, je veux pas aller très haut dans le rendement. Je sais ce qu'il faut que je change comme variable quand je veux aller haut dans le rendement. Il faut que je dégrade la qualité de l'immeuble, il faut que je me mette en rez-de-chaussée, il faut que je me mette sur une petite surface. Tu vois, j'ajoute des éléments qui vont dégrader la qualité du bien et je vais le trouver, mon rendement. Facile, hein. Mais je ne veux plus mettre ça dans mon patrimoine parce que moi, je considère que j'ai arbitré déjà les choses que j'avais un peu comme ça à une époque où je cherchais vraiment du haut rendement. On en avait parlé, ouais. Ouais, on en avait parlé. Donc, je veux gagner en sérénité et pour gagner en sérénité, il faut des bons produits. Et moi, je suis intimement convaincu que le rendement est lié au risque. Et souvent, d'ailleurs, il y a même un piège qui fait que c'est pour ça que je me méfie des biens au rendement. C'est que parfois, tu vas visiter un bien qui a un très haut rendement et pour toi, il n'y a pas de risque, il faut y aller. Souvent, c'est que le risque, tu ne l'as pas vu, quoi. C'est que tu n'as pas vu qu'il y a un gros procès en cours, enfin n'importe quoi. Mais en général, il faut vraiment comprendre pourquoi le rendement est si haut. Où est le risque ? Est-ce que c'est parce que c'est une ville où il y a 30% de taux de vacances et qu'il n'y a pas de locataires solvables ? Enfin, j'en sais rien. Mais tu vois, moi, j'ai ce vieux réflexe un petit peu de... Je suis d'accord qu'il faut aller chercher les anomalies de marché. Maintenant, dans la plupart des anomalies que tu vas croire rencontrer, en fait, c'est toi qui n'es pas au top, c'est toi qui n'es pas au courant, c'est toi qui ne connais pas la ville, c'est toi qui ne sais pas ça, tu vois. Et donc, c'est super piégeux. Moi, on m'appelle sans arrêt pour des affaires. Et qui n'en sont pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que maintenant en marchant, je regarde mon filtre, le premier filtre, c'est quelle est ma capacité à identifier le vrai prix du truc qui va être vendu aux enchères, tu vois. Est-ce que je connais par cœur la ville ? Est-ce que je connais pas du tout ? Moi, c'est clé. Parce que si je connais pas, avant d'avoir le niveau adéquat pour évaluer vraiment la valeur et les risques, tu vois, il va falloir que j'y passe 3 semaines et tout, donc ça me gave. Donc, mon premier critère, c'est je regarde les endroits que je connais très très bien. C'est ce que tu as fait, parce que c'est ce que tu as fait là où c'est pour ça que tu fais. Et même en Normandie, tu vois, il y a la Mérule, mais l'autre jour, je me baladais dans la voiture d'un agent IMO, il tournait à droite, il me dit regarde la maison là, Mérule. 3 maisons plus loin, Mérule. L'immeuble là-bas, Mérule. Enfin, il me racontait tous les coins Mérule du coin où je me baladais, tu vois. Enfin, là, donc la connaissance, elle est extrêmement importante. Et si ton critère, c'est d'aller chercher le bien qui a le plus haut rendement, tu multiplies la probabilité de tomber sur un canard boiteux que tu auras mal évalué. Donc, je suis extrême quand je dis ça, parce que c'est ça qui est magique dans l'immobilier. Il y a plein de méthodes et de stratégies différentes. Tu peux aussi aller éplucher les trucs à haut rendement, puis avoir une méthode warrior pour essayer de lever les loups avec un due diligence extraordinaire et tout. C'est ça. Mais c'est ça. De toute façon, t'es obligé. Mais en fait, c'est marrant parce que moi, ça me serait jamais venu à l'idée de... Mais c'est peut-être parce qu'en fait, c'est à force de le faire. Enfin, je pense qu'on a des réflexes. Et moi, je vois un immeuble qui a... Alors, je sais pas, c'est quoi un très haut rendement pour toi déjà ? C'est en locatif nu, c'est quoi un très haut rendement ? Alors, moi, à chaque fois qu'on me demandait, tu vois, au départ, quand je commençais à fréquenter les postes, c'est quoi ton rendement, tout ça ? Je disais, 3, 3,5. Puis là, les gens se moquaient de moi en disant, mais il a rien compris à l'immobilier, ce mec-là, quoi, tu vois. Puis ils allaient voir quelqu'un d'autre, voilà, qui discutait de trucs à 12-15%. Et ils étaient super excités. Bon, je sais pas s'ils sont encore dans l'immobilier ou... Ok, mais... Donc, pour moi, j'aime pas répondre à cette question parce que... Pour moi, un bel actif, il a 2,5-3% de rendement. C'est un bel appart à Paris, étage élevé haussmannien. Voilà, 2,5-3% de rendement. Ok. Et par contre, TRI, plus bel actif que tu veux trouver. TRI, souvent élevé, parce que souvent cet actif-là s'apprécie dans le temps. Voilà. Donc, mais après,
j'essaye d'être raisonnable, tu vois, je veux pas aller dans les... mais au-dessus de 7%, je suis inquiet. Au-dessus de 7%, je suis inquiet parce que je me dis, bon, bah ça y est, je suis dans une ville qui me plaît moyen. Je suis vraiment un investisseur patrimonial, hein, par définition, donc c'est compliqué de de me faire changer là-dessus. Euh, Après, sur d'autres types d'actifs, c'est pour ça que je vais sur des parkings, je vais arriver à avoir plus de rendement. Tu vas sur des entrepôts, tu as plus de rendement. Tu vas sur les boutiques, tu as plus de rendement. Mais les boutiques, moi, j'y vais pas parce qu'il y a d'autres problèmes, hein. Ton locataire, c'est quand même un commerce, il est capable de se défendre. Enfin, je dis pas qu'un particulier se défend pas, mais il rentre du gros chiffre d'affaires. Des fois, il y en a qui sont très juridiques, qui te mettent des procès. J'ai des procès en cours dans les copros où, en gros, le gars, il a fait un restaurant, il n'avait pas le droit. Et puis, en fait, il attaque le propriétaire des murs parce qu'il dit qu'il a des infiltrations partout. Du coup, le propriétaire des murs, bah, il attaque la copro en disant que la copro n'a rien fait pour les infiltrations. Bref, 2 ans de procédure, on vient de gagner. Mais tu vois, c'est... Voilà, il y a des... Pourquoi vous avez gagné? C'était quoi le fin mot de l'histoire? Il y a eu des expertises qui ont démontré que c'était pas de la responsabilité de la copro. Donc, on a gagné ce procès. Mais bon, on paye des frais d'avocat. Je sais même pas si c'est refacturé au gars, tu vois. Enfin bon. Non, c'est juste pour dire que des fois, je vois, il y a des gens qui me disent, mais non, fais des murs commerciaux, c'est easy. Tu charges les travaux, tu charges la taxe foncière au locataire. C'est quand même vachement mieux que l'habitation. Mais en face, t'as pas la même chose. Hein. T'as quelqu'un qui a un commerce. Donc là, je dis que, ok, il y a 1 ou 2 points de rendement en plus dans le commercial, mais tu vois, ça s'explique parce que tu as aussi un petit peu de risque juridique qui, à mon avis, est supérieur que dans l'habitation. Enfin, qui n'est pas du tout le même, hein, dans l'habitation. Ah oui, j'ai oublié, hein, le gars qui est propriétaire des murs, ça fait 2 ans qu'il a pas reçu de loyer. Oui, bien sûr. Évidemment, ouais. Donc, c'est pas les mêmes risques. Après, moi, je pense que tous ces risques-là, ils sont de toute façon corrélés au rendement. Le vrai sujet, c'est quels sont, toi, en fonction de tes appétences et de ton niveau d'expertise et de ton réseau, les risques que tu es capable de supporter, que tu vas prendre pour améliorer ton rendement. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Ouais, parce que tu vois, c'est marrant parce qu'en fait, quand je t'écoute, pour ceux qui ont fait de la finance, j'ai l'impression que, en fait, si on fait une traduction avec la finance de marché, j'ai l'impression que on est en train de parler de l'OAT 10 ans, l'obligation française qui est censée être le taux sans risque. Donc le taux sans risque, on se dit que si on prête à l'État français, il n'y a pas de risque, on récupère son argent. Et du coup, si demain on prête de l'argent à LVMH ou alors LVMH non parce que c'est limite plus fort, mais si on prête de l'argent à je sais pas une entreprise et que l'OAT est à 3% et qu'on prête à une entreprise à 6, le différentiel c'est parce que c'est potentiellement on va pas nous rendre notre argent et on fait des calculs et on peut montrer ce que ça veut dire d'un point de vue factuel sur l'entreprise. Et là ce qui est marrant c'est que j'avais jamais vu ça comme ça. Pour toi, j'ai l'impression quand tu me décris ça, donc moi je me dis que l'OAT 10 ans en fait c'est un appart à Paris, un bel appart à Paris, effectivement un bel appart à Paris. Je pense que malgré les chutes qu'il y a eu là récemment, oui on doit être entre du 2%, du 2-3% de rendement brut, donc ça veut dire que si on finance ce truc là, souvent on est même moins parce que les gens qui ont ça ils payent en plus l'IFI, tu vois. Tu payes l'IFI, ta taxe foncière maintenant elle est énorme, donc je sais même pas combien t'as de rendement. Mais ils le calculent pas ces gens-là, c'est pour eux c'est... Ah oui, c'est pas cette calcul là de rendement, tu le vois pas la taxe foncière dans ce moment-là. Les gens qui se prennent un gros appart à Paris, souvent famille un peu fortunée tout ça, enfin ils l'achètent pas pour le rendement, ils l'achètent parce que c'est un actif hyper sécure dans le patrimoine. Dans 40 ans il sera là. Les actifs financiers, tu vois, tu achètes un truc, tu revends, tu vas racheter un autre truc. La probabilité pour que tu n'aies plus rien ou plus grand chose, parce que dans tes achats, un jour tu passes par un truc qui fonctionne pas, elle est quand même là la probabilité. Donc c'est pas toujours évident sur des actifs financiers de faire plusieurs séquences successivement investissements sans passer à un moment par un truc où il y a un problème, tu vois. En immobilier, on n'a pas ça. Tu achètes ton haussmannien étage élevé dans le 6e, dans 50 ans, il est là et il a pris de la valeur. Alors que l'argent, franchement, je sais pas, hein, faut vraiment être malin et en plus avoir de la chance. Tu vas faire, pour faire divers investissements successifs, alors soit tu es doué et ça sera même beaucoup plus cher que la part dans le 6e, hein, si tu fais du business avec, voilà, mais sinon, sur de l'invest, je sais pas. Hein. Ouais, mais tu vois, j'ai 2 trucs à dire par rapport à ça. Tu vois, l'investissement, effectivement, si tu essaies de passer de coup en coup, c'est un peu comme faire d'être marchand, tu vois.
à un moment, la fameuse, ce que tu ne fais pas d'ailleurs, c'est tu fais une opération de marchand, puis après tu doubles. En fait, c'était un peu ça la strate des marchands avant. Et puis très vite, tu te retrouves à faire des opérations à 1 million, générer 300 000 de mettre 300, 400, 500 000 de marge, et tu regumbles. Et en fait, il y a toujours l'opération où le gars, il crève, où il est presque limite et il arrête après ça. Donc, c'est la roulette, en fait. C'est vraiment la roulette. C'est le même fonctionnement que la martingale à la roulette. C'est on met tout sur le rouge. Ça gagne. On double, on retire un tout petit peu, ça regagne. Et en fait, on fait ça comme système. On est obligé de gagner. On double à chaque fois qu'on perd et à la fin... Normalement, on garde un peu d'argent de côté et on est quasiment obligé de gagner, sauf que la roulette, effectivement, c'est pas du 50-50. Puis sauf qu'il y a un plafond de la caisse et du casino qui fait qu'à un moment, tu peux plus doubler. Tu peux plus doubler, puis il te dégage. Généralement, si tu fais ça, il te laisse faire quelques temps, mais en fait, c'est de l'anti-jeu pour les gens qui sont là, et en gros, il te dégage, et surtout, le casino perd de l'argent. Donc, plus ou moins, parce qu'il n'y a quand même pas une chance sur deux, il y a le 0, double 0, bref, on a une chance sur deux, ouais. Le truc, c'est que, tu vois, par exemple, aujourd'hui, la bourse, ceux qui commencent aujourd'hui, et je trouve ça vachement bien. Alors, je sais pas, moi, je suis hyper biaisé parce que, à force d'être dans tous ces trucs-là, j'ai du mal à savoir ce que savent vraiment, tu vois, les générations plus jeunes, mais j'ai quand même l'impression que les informations sont beaucoup plus accessibles que ma génération. Je pense encore plus accessible. Moi, je suis génération où Internet est né. Toi, t'es génération, je sais pas ce que... Non, toi, génération intermédiaire. Mon père, c'est génération télévision est née. Toi, t'es un peu entre les deux, je pense. T'as vu Internet arriver aussi. Et le truc, c'est... Aujourd'hui, tu vois, t'investis en bourse, tu te mets sur un indice qui est très diversifié. Bon, sauf, il y aura forcément un scandale sur les indices au bout d'un moment, sur les ETF. Mais tu mets sur quelque chose de très diversifié. C'est pas toi qui fais les transactions d'ajustement. Si par exemple Total la sort du CAC 40, va à New York, c'est pas toi qui va vendre ton Total pour te dire quelle est la boîte que je rachète qui va rentrer. Non, c'est quelqu'un qui le fait pour toi. Là, normalement, t'as pas de notion, tu vois, de reprendre ton argent, le remettre autre part, le replacer. Et du coup, en bourse, ça a l'air d'être à peu près, tu vois, tu suis le marché, quoi. Tu suis le truc. Ça a l'air d'être à peu près sécure, quoi. Ouais, alors je suis complètement d'accord là-dessus, mais le problème, c'est ta psychologie. C'est-à-dire que si ton actif financier il est accessible en un clic, bah, tu vas pas le garder 30 ans. Pourtant, c'est ce qu'il aurait fallu faire, tu vois, garder un tracker S&P 500 30 ans. Mais le problème, c'est que c'est trop accessible. Et une des vertus de l'immobilier, c'est que ton appart, c'est un peu compliqué de le vendre, il faut le vider, il y a une vraie décision qui est contraignante. Attends, l'actif financier, c'est un clic. Donc, c'est pour ça que ça me fait presque peur, tu vois. C'est que je pense que sur une période longue, la probabilité de faire le clic de travers ou le truc qui ne va pas, elle est quand même plus importante. Enfin, après, je pense qu'en vrai, il faut les deux, mais il faut faire super attention à sa psychologie, il faudra avoir une discipline de fer. Enfin, c'est ça qui est extrêmement difficile. Et c'est... tu vois, moi, ce qui est intéressant, c'est que tu as fait cette transition. Tu vois, par exemple, moi, dans mes colocs que j'ai, là, aujourd'hui, j'en ai une à Aubervilliers, j'ai dû refaire des travaux dedans, etc. Normal. Et là, aujourd'hui, je suis en train de me poser la question, c'est le rendre... Enfin, je suis en train de me dire, est-ce qu'il n'est pas temps, tu vois, en gros, l'appart, je le loue 2400 € en coloc. Si je le loue à une famille, je peux sortir les 1900, 2000, tu vois. Et le différentiel que j'ai en plus, parce que là, ça a quand même beaucoup augmenté, c'est le pur cash flow, tu vois. C'est pur de l'argent tous les mois qui tombe en plus. Enfin, bref, voilà, je suis vraiment sur des gros trucs. Et là, je me dis, est-ce que c'est pas le temps pour moi de diminuer la renta et de mettre une famille qui va rester... tu vois, c'est un appart, il y a 4 chambres, il est grand, machin. Si je mets la bonne famille dedans, elle va rester 7 ans, tu vois. Ils viennent d'avoir des enfants, ils en ont des petits. Ils mettent les enfants à l'école à côté, à moins qu'ils aient les moyens ou qu'ils aient envie d'acheter un logement. Parce qu'il faut quand même pouvoir acheter Enfin, ils vont rester une éternité dans ce logement. Moi, tu prêches à convaincu, parce que j'avais calculé pour un moment où je voulais faire une coloc 4 chambres. Par rapport à un appartement, j'avais calculé que le turnover, c'était 10 fois plus à peu près qu'un appartement. Tu vois, parce que tu as plusieurs chambres et en plus, les gens qui louent des chambres en coloc tournent plus souvent. Donc, j'avais calculé un ratio 10. C'est comme gérer 10 appartements, quoi, en gros. En termes de turnover. Ouais, ça m'étonne pas. Oui, c'est ça. Voilà. Non, 10. Non, moi je dirais que c'est une chambre. Enfin, moi, avec les données que j'ai de chez moi, c'est une chambre à autant de. Enfin. Si une chambre tourne tous les 18 mois, je sais pas. Ouais, c'est ça. Une chambre tourne tous les 18 mois et les appartements. Et tu as 4 fois plus de chambres. C'est ça. Donc 2 fois et demi fois 1,5. Je sais pas si ta famille elle reste 5 ans. Tu vas tourner une fois avec une famille, alors que tu vas tourner chez... Ça dépend de ta famille. Ouais, c'est ça. Je sais pas combien de fois avec des colocs. Donc,
c'est ce coût-là qu'il faudrait évaluer. Et ce coût-là, il y a plusieurs coûts dans ce coût-là. Il y a plusieurs risques. Il y a le risque à chaque fois que tu reprends un nouveau colocataire que tu tombes mal. Il y a le taux de vacances généré par ces turnovers. Il y a l'énergie que tu vas dépenser à gérer les turnovers, même l'administratif. Ça te complexifie aussi un peu les déclarations d'impôts. Enfin, il y a la totale, tu vois. Et donc, pour moi, le calcul est vite fait, hein. Moi, je rebascule en non meublé immédiatement. Surtout si le collatéral, enfin le crédit ou le... Oui, tu n'as plus besoin de cash flow. Voilà, je ne sais pas de combien est le crédit, mais Non, si tu n'as plus besoin de cash flow, oui, voilà. Non, mais en fait, moi, le vrai truc, je pense, et c'est maintenant le retour d'expérience que j'ai avec, je sais pas, ça commence à faire maintenant, je fais plus de, ouais, ça fait plus de 10, ça va faire 15 ans, presque 15 ans que je fais de l'IMO. Dis donc, hein, ça passe, hein, Ouais, quand même, hein, t'as vu ? la vache. Ok, bah, je vais commencer à franchir, tu sais, je vais commencer à franchir un cap. Quand je regarde ça, il y a un moment, tu vois, moi, au début, quand j'ai commencé, j'avais quand même pas le choix. C'est, au début, si tu veux utiliser le modèle pour dupliquer tes invests, enfin, il y a un truc dont tu as besoin qui est sûr, c'est que tu as besoin de faire du cash et tu as besoin d'avoir du cash tous les mois pour financer tes apports, pour financer tes travaux, pour même potentiellement vivre de ce truc-là. Et du coup, à l'époque, c'est comme quand tu es jeune, tu vois, tu as l'énergie, tu y vas, tu as la niaque. Et qu'est-ce que j'ai pu faire du cash en faisant des trucs comme ça ? Des colocs, des Airbnb, des trucs à fort rendement. Ouais, je faisais beaucoup de cash. À côté, en fait, ça m'allait parce que le ROI que j'avais l'énergie, j'avais le temps, la charge mentale, je pouvais gérer, etc. Et j'avais pas le même nombre de lots que j'ai aujourd'hui. Et du coup, je me disais, l'argent que je gagne en faisant ça, je suis content, quoi. Je suis content. À la limite, je peux pas faire mieux, quoi. Et là, maintenant, aujourd'hui, c'est juste je réalloue les assets. Là, en fait, j'avais des équipes qui géraient en interne mes colocs et tout. Ils se sont fait chasser, ils sont partis. Du coup, maintenant, il faut que je restructure. Enfin, tu vois, tu fais un truc, ça marche bien, mais la vie te ramène. Et là, aujourd'hui, je me dis, bon, finalement, sur la 30 ans supplémentaire de cette coloc, est-ce que je suis à 500, ouais, peut-être même entre 500 et 1000 euros près, tu vois ? Je me dis, peut-être pas. Peut-être qu'en fait, les 1000 euros, là, Victor, tu te concentres plus sur une boîte que tu rachètes, tu te concentres un peu plus sur ce projet-là, ou tu redéveloppes plus sur cette boîte-là, ce truc-là. 1000 euros, en vrai, tu vas les faire très très vite. Là-bas, 10 minutes à renta, t'en occupes pas, même mets-le vraiment sous gestion. Enfin, tu vois, les trucs que tu peux pas faire quand tu commences, genre mets-le vraiment sous gestion. Enfin, même paye quelqu'un vraiment très cher mais qui fait bien le boulot. Compliqué, mais quand même, tu vois. Moi, je pense que c'est un peu l'investisseur qui arrive à maturité, tu vois. Je suis complètement d'accord avec toi. Il faut aller chercher le cash flow au départ. Puis ça tombe bien parce que c'est quand tu es jeune et que tu as de l'énergie. À un moment, tu arrives à maturité. Et faut, quand j'étais chez Bouygues, c'est ce qu'on faisait. J'ai resté 10 ans là-bas. On menait des chantiers simplification. C'est-à-dire que on avait été dans le passé dans une phase de création, de faire plein de trucs dans tous les sens. Et il y a un moment, chantier simplification, parce que la complexité elle-même et tout ce truc-là te génère trop d'énergie, de frais, d'inefficience. Et donc, tu vas mener un chantier, tu vas identifier tous les axes de simplification possibles, et puis tu mènes, tu exécutes, et puis à la fin, tu te retrouves avec un truc qui est plus propre, qui est plus gérable, qui est mieux, quoi. Donc, je pense que souvent, d'ailleurs, on est des individus, on investit, mais il faut aller chercher les bonnes pratiques des entreprises, quoi. Les foncières, ce qu'elles font, regarde les indicateurs que regardent les foncières dans des rapports d'activité qu'elles publient, ou comment les grosses boîtes sont gérées. Et puis c'est intéressant quand même d'essayer de l'appliquer à nous-mêmes, parce que ça nous permet de nous professionnaliser. Parce que si on ne fait pas ça, on reste des individus, un peu comme on parlait au départ, une typologie d'individu qui fait l'investissement, au doigt mouillé, il met un locataire dedans, il n'y a rien de professionnel, quoi. Puis il fait aucun calcul ni rien, la renta au départ, et puis après il remet plus jamais à jour le truc. Bon, bref, tu vois, il faut aller chercher de la professionnalisation quand même. Ça, je suis assez d'accord. De l'autre côté, d'être individu, enfin, de toute façon, il faut progresser pour aller vers ça. Et après, le coût de la professionnalisation, il est quand même assez important sur certaines choses. Je pense qu'il y a il y a un peu c'est un peu comme le moment où soit tu prends ton abonnement RAID SFR à 2 euros, je sais pas combien il est aujourd'hui, je crois qu'il est à 19, tu vois, ou tu vas les contacter, tu dis que tu es une boîte, ils te font OK, c'est 99 euros pour la fibre, alors que c'est la même, et c'est juste que tu as un SAV qui ne sert à rien, et en fait, tu es là, bon, écoute, tu te fais un peu enfler, parce que
l'aspect professionnel, d'ailleurs, si je reviens sur les SCPI, parce que sur les foncières, toi, tu n'es pas SCPI, toi, tu es foncière de quelqu'un que tu connais. Donc, Oui, alors oui, moi je suis pas SCPI. Je peux t'en parler des SCPI, ce que j'en pense, hein, mais je suis assez. Parce que là, ça hécatombe, là. Mais, Ça me paraît complètement normal. Enfin, moi, je Ouais. suis pas du tout. Je fais des TikTok dessus depuis Ah ouais 2 ans peut-être. Je Ah parlais bah oui, des ouais. SCPI. On en avait parlé, je crois. Non, on n'a pas parlé. Je t'avais dit que j'avais On n'a analysé peut-être pas les parlé, SCPI. mais, Non, je l'ai pas dit. Ouais. Non, mais derrière, pour moi, alors, je milite vraiment pour l'investissement en direct, en éliminant au maximum les intermédiaires. Et puis les SCPI, bon, bah, il y a des actifs dedans, mais il y a des formules d'évaluation des actifs. Et ensuite, vous achetez au prix de l'expertise. Une Sans expertise, décote. Voilà. Aujourd'hui, une foncière que tu prends, tu as 30 ou 40% de décote. Donc si tu prends une foncière aujourd'hui, déjà, tu achètes beaucoup moins cher les mêmes actifs que si elle était dans une SCPI. Donc je vois pas du tout l'intérêt d'acheter de la SCPI. Et puis la liquidité d'une foncière, elle est cotée sur les marchés. Même une petite foncière, il y a quand même des titres qui s'échangent. Une SCPI, ça a des mécanismes obscurs le jour où tu veux vendre. Et je regardais là, la liste d'attente ne fait que s'allonger. Il faut je sais pas combien de mois. Les gens, ils arrivent même plus à vendre leur papier parce que personne n'en veut, quoi, c'est tout. Oui, parce qu'il y a quand même un. Enfin, Personne n'en veut parce qu'en on fait, les explique le SCPI modèle, anciennes que tu as achetées, personne n'en veut. Ils vont te créer des nouvelles SCPI avec des meilleurs rendements parce qu'ils vont acheter là moins cher maintenant. Et c'est ça qu'ils vont te vendre par la banque et tout ça. Enfin, moi, à la limite, il ne faut pas me faire parler des SCPI parce que je vais tuer le truc, quoi. Oui, un truc que j'ai toujours pas compris. Tu sais, j'avais analysé quelques SCPI et j'arrivais pas à comprendre comment ils pouvaient verser autant d'argent. Tu vois. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Après, il y avait du levier qui aidait. C'est ça, c'était voilà, le levier. c'est le levier. Mais le cachet, ouais. Mais tu avais du levier. Alors après, ça fait peur. On se demande si c'est pas du Ponzi des fois. Mais bah c'est ça, parce que moi, la vente d'actifs, voilà. qui sert à distribuer un peu. Parce qu'il y a des moments. Bah, normalement, non, mais. Non, mais les SCPI, il y a un autre truc aussi, c'est que moi je regardais un petit peu les promoteurs, ce qu'ils faisaient, et puis des fois, tu vois, ils n'arrivaient pas à vendre des immeubles, ils les vendaient à des SCPI, c'était presque ça. Enfin, j'exagère un peu là quand je dis ça, mais aujourd'hui, ils n'arrivent pas à vendre les immeubles. Par contre, j'exagère pas du tout, c'est vrai. Je connais des gens chez des promoteurs, ils me disent 90% de ce qu'on vend aujourd'hui, on vend en bloc. Hein. Bailleurs sociaux, institutionnels. On crie au secours, le gouvernement nous aide, par la CDC Habitat et tout ça, et c'est comme ça que c'est vendu. Parce que sinon, c'est invendable. Moi, il y a un programme à côté de chez moi. Je passe l'autre jour, il y a quelques mois, je peux voir le vendeur. Il me dit non, il n'y a plus que ça à vendre. Tu vois, il m'avait créé un espèce d'effet rareté. Je repasse tout à l'heure en joguant. Disponibilité du studio 5 pièces. Donc en plus, il y a un jeu qui est fait sur la commercialisation où à chaque fois, on va te faire croire qu'il reste plus que quelques lots. Parce que tu sais, on se met sous le coude le prochain bloc. Voilà. Donc il y a tout un mécanisme extrêmement sophistiqué dans le process de vente pour à chaque fois te faire croire qu'il faut y aller maintenant, quoi. Mais bon, là ça devient un peu trop visible. Alors c'est presque malheureux que les gens puissent pas acheter et n'achètent pas et qu'ils soient obligés de vendre en bloc à des institutionnels, quoi. Donc, bon, après, mais bon, et les SCPI font partie de ces institutionnels. Donc, alors elles collectent encore relativement beaucoup d'argent parce que en fait il y a des c'est très organisé par des banques, par des conseillers de gestion de patrimoine, donc les virements réguliers il y a des trucs très réguliers, donc elles collectent encore quand même, mais la décollecte est très forte, donc ça fait peur aussi quand même à pas mal d'acteurs. Il y a des vrais blocages quand même en ce moment. Enfin, faut vraiment pas faire ça, surtout si vous écoutez un podcast sur l'immobilier, n'achetez pas de SCPI, quoi. Et moi, je me souviens, j'avais une stagiaire là, il y a 10 ans qui achetait de la SCPI d'Eurobien à l'époque. Tu vois, SCPI adossée à une loi fiscale. Je lui disais, mais non, n'achète pas ça, quoi. Qui va te racheter ça après? Et j'écoutais il n'y a pas longtemps, là, il y a des confitures totales de ces SCPI, il y a des valorisations à moins 70% par rapport au prix d'achat. Enfin, il y a du grand délire, quoi. Et puis derrière... La connu des deux trucs, Enfin, vous contrôlez pas ce qui est acheté, il y a une plaquette, mais vous la lisez pas de toute façon. Pour moi, quand tu achètes de l'immobilier indirect, je suis peut-être extrémiste là-dessus, mais quand je suis dans une foncière, là c'est une petite foncière, mais je regarde chaque immeuble. Hein, je regarde, tu vois, les CPI, tu as la plaquette, le bel haussmannien, puis tu as tout un tas d'actifs. Mais tu les as, hein, tu peux regarder. Sans doute, mais personne ne fait l'effort.
Moi, je me suis embêté à faire ça, du coup, sur quelques SCPI. Et c'est là, parce que je ne comprenais pas, en fait, l'argent qui était reversé par part, comment ils arrivaient à reverser autant. Et parce que même sur des belles opérations que je faisais moi en direct, j'étais là, mais ils versent. Tu vois, je refaisais les maths un peu vite fait, ils reversaient quasiment plus que moi, tu vois. Je disais, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils font? Et en fait, en creusant dans certaines SCPI, cachés à droite ou à gauche, il y avait effectivement des emprunts plus ou moins courts ou long terme. En fait, les travaux, dans certains cas, ils n'étaient pas faits ou ils n'étaient pas financés pour le moment ou ils étaient décalés. Et en fait, il y avait toute une gestion comme ça. Et même si c'est analysé et que c'est vérifié, d'ailleurs, ça m'étonne que. Enfin, moi, je trouvais ça très intelligent, en fait, des mecs. Hein. Parce qu'à un moment, j'avais fait un post d'ailleurs sur le chat là, des Fire. En faisant toute cette étude, à l'époque, tu faisais une SCPI, tu proposais du 7%, tout le monde venait chez toi. C'était c'était le prix du marché des SCPI. Tout le monde trouvait ça super intéressant. Et du coup, nous, disons qu'on fait une SCPI, il faut qu'on trouve un moyen de faire du 7%. Et disons qu'on n'arrive pas à trouver l'immeuble fantastique, parce que visiblement, certaines SCPI arrivent à faire ça. Je pense comprendre comment ils font. On trouve un superbe immeuble vraiment pas du tout cher et la SNCF nous le loue superbement cher. Et du coup, on verse vachement de rentabilité à nos investisseurs et tout est parfait parce que la SNCF ne fera pas faillite, nous paiera, etc., etc. Donc je me demande les enjeux politiques qui sont quand même derrière ces CPI-là. Nous, on va se dire, OK, comment on fait? C'est pas compliqué, hein. On veut augmenter le rendement. On n'a pas 36 choix. Hein. Donc soit on fait très très bien notre boulot, mais il y a un moment, il faut bien qu'on se paye. En plus, ça ne gagne pas tant que ça, hein, finalement, les compagnies de gestion de SCPI, si ils n'ont pas 400 millions sous gestion, c'est quasiment pas rentable le truc. C'est comme une agence immobilière ou un banquier. Un banquier, s'il ne gère pas 400 personnes, encore une fois, le banquier classique, qui s'appelle maintenant conseiller en gestion de patrimoine, je crois que c'est un peu partout, ceux qui ne savent pas faire ça, le banquier classique, s'il n'a pas 400 clients, il n'est pas rentable. Dans la SCPI, si on n'a pas 400 millions d'invest, on n'est pas rentable parce qu'en fait, il faut rajouter un peu de rentable partout. Et du coup, les gars, qu'est-ce qu'ils font? Ils cachent de l'endettement. Enfin, ils le disent, c'est écrit en fait sur les plaquettes, mais c'est très compliqué de comprendre. C'est opaque, hein. Il y a des réserves aussi. Hein. Il y a des réserves qui décident de travailler ou pas. Il y a la valorisation des actifs, en fait, qui, quand ils publient, ils ont le droit à une fourchette qui est entre moins 9% et plus 9% de la valeur active réelle. Donc ça veut dire que quand tu achètes, tu ne sais même pas où est-ce que tu te situes. Oui, parce que tu as deux valeurs de... Ouais. Tu as un décalage de la part et de la valeur réelle. Moi, le manque de transparence, ou du moins l'effort qu'il faudrait que je fasse pour arriver à un niveau de compréhension qui est celui que j'exige quand j'investis, il est colossal, voire il est peut-être même pas faisable. Il est peut-être faisable. Et après, il faudrait que les actifs me conviennent. Bon, c'est trop compliqué, quoi. Oui, puis surtout, tu ne sais pas ce qui va être acheté après, parce que tu achètes ton bien. Alors après, il y a ce côté-là, c'est qu'il faut avoir confiance au management. C'est un autre aspect là-dessus. C'est qu'en effet, ils ont normalement une stratégie de gestion ou un type d'actifs sur lequel ils sont censés investir. Et la stratégie peut changer, tout ça. Après, c'est la confiance au management, mais c'est comme en bourse quand tu investis dans les boîtes. Je pense qu'un des critères numéro 1, c'est la confiance au management. Non, c'est super. Olivier, je te remercie pour cet échange. Est-ce que tu vois un dernier point, une dernière question, un dernier sujet que tu aimerais aborder ? Il y a quelque chose qui me revient, c'est intéressant là. J'ai rencontré des candidats à la location qui avaient fini par acheter des appartements récemment, tellement le marché locatif est tendu. Et ça m'interpelle un peu parce qu'en fait, c'est des gens qui ne voulaient pas acheter, tu vois, qui cherchaient à louer et qui se mettent à acheter. Donc je ne suis pas sûr que ce nombre soit suffisant pour changer un peu le marché, mais quand même, on voit que le marché locatif est tellement tendu que ça peut peut-être un peu aider au niveau des prix ou de la transaction, finalement, à rebasculer les gens sur de l'achat, quoi. C'est super marrant que tu dises ça, parce que mon premier appart, c'est à cause de ça que je l'ai acheté. En fait, je voulais louer un appartement avec... alors moi, je travaillais déjà, j'avais un pote à une école d'ingé, et je voulais louer un appart pour qu'on se mette en coloc, justement. Et j'avais déposé un dossier. L'agent immobilier m'avait même pas regardé. J'avais dû insister pour déposer mon dossier, sachant que j'avais des bons garants. Enfin, tout était vachement bien, quoi. Et puis, je gagnais bien ma vie à l'époque. Et en fait, le bien était déjà loué. Et je regardais ce qu'il y avait pour louer dans le 15e, justement. Et je ne trouvais rien. Et à un moment, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais ? Mon père, à ce moment, il m'a dit, Victor, t'as les moyens, t'as qu'à acheter. Et je me suis dit, bon. Et puis, vu que je trouvais rien, qu'il fallait que je trouve un truc, machin, finalement, ça a enclenché, effectivement, comme eux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne m'étais pas rendu compte. En fait, j'ai du mal à me rendre compte de ça parce que je le vis pas. Mais les gens que j'ai dans mes appartements à Paris, ils ne bougent pas. Hein.
Ouais, mais moi aussi, ouais. Même bougent il y pas en a du que tout, je hein. voudrais vendre éventuellement et ça bouge pas, hein. Ah, ça bouge pas, ils veulent Ouais. pas partir là. Ouais. Ils partent pas. Ils sont très contents des loyers qu'ils ont encore aujourd'hui parce que tu vois, c'est pas forcément la réévaluation est bas. Et ça bouge. Et c'est vrai. Et même dans mes colocs, ça bouge pas du tout. Avant, je pouvais avoir des personnes qui, en fait, ils se posaient la question. Alors, ça dépend d'où, mais en tout cas à Paris. De temps en temps, ils se disent, ok, je vais peut-être partir 3 mois à l'étranger. Je fais un stage 3 ou 4 mois. Je vais laisser ma chambre. Je vais la rendre et j'en retrouverai une parce que c'est facile. Ça se faisait beaucoup à 3, ça. C'était le gros problème des appartements meublés à 3 où en fait tous les étudiants ils partent juin, ils reviennent septembre, ils retrouvent un autre appart, il y a des bonnes qualités et tout, ça, c'est fluide quoi comme marché. Et là aujourd'hui à Paris, moi j'ai des étudiants, ils me disent bon bah Victor, je vais partir pendant 4 mois. Et je leur dis bah, tu t'en vas. Ils font non, non. J'ai la même chose, hein. Je garde ma chambre à 700 Ouais, balles. des gens qui libéraient l'été pour optimiser un peu, pour pas payer les 2-3 mois de loyer, Ouais. pareil, ils gardent maintenant. Ouais, ça C'est garde. trop tendu, c'est trop galère de trouver un logement. Ouais. Donc c'est aussi un problème quand même social, c'est un problème d'employabilité, de mobilité. Enfin, c'est quand même un énorme problème, quoi. Et bon, enfin, je sais pas comment ça se terminera, mais on peut pas créer magiquement des biens comme ça. Enfin, ça montre aussi que le studio à Paris ou dans une très grande ville de province en centre-ville, parce que c'est aussi tendu qu'à Paris, il a quand même une valeur qui gardera très longtemps, je pense. Et que c'est quand même un investissement sympa Ouais. et Ouais, en plus accessible. Ouais, ouais. Bon, Et après, qu'on peut garder à vie. Ton studio à Paris, il faut y aller. Hein. Ouais. Ton studio à Paris, je sais pas combien il est aujourd'hui, mais il est à 200 000. Quoi. C'est tout de suite à 200 000, 20 mètres carrés, ouais. Ou, 200 000, tu gagnes 3 000 balles par mois, c'est ce que tu peux acheter. C'est vrai. Ouais. Bah, parce que nous, maintenant, tu vois, après, il y a une notion. Tu vois, c'est assez marrant parce que quand tu passes un cap, c'est un peu comme. J'ai l'impression que dans l'immobilier, tu as la même chose que quand tu sais, as ton job de rêve dans une boîte, en fusion-acquisition, en conseil, tu bossais chez Facebook, Google et tout. Alors, ça dépend pour qui, mais généralement, au début, c'est quand même assez dur de rentrer, tu vois. C'est quand même assez dur de rentrer, assez dur de monter les premiers échelons, etc. Mais une fois que tu as passé toute cette phase-là, finalement, tu es vachement bien. Tu peux changer de boîte à peu près comme tu veux. Bon, ça peut être stressant et tout, hein. Mais tu ne comprends plus ce que c'était avant, tu vois. Et tu ne comprends plus, t'es plus trop connecté à ceux qui arrivent. C'est pareil dans l'immobilier. Moi, je me rappelle très bien, toutes ces années où c'était tellement galère tu sais, de faire des invests, de trouver des trucs. Bah voilà, moi, je me disais, ouais, à l'époque, je me disais, ouais, Victor, ouais, tu gagnes 3 4 000 balles par mois, tu peux quasiment rien acheter à Paris, tu vois. Et ces années, aujourd'hui, je le vis plus du tout, ce truc-là. Mais à l'époque, waouh, j'avais. Alors, toi, tu as peut-être acheté un peu avant moi, c'est peut-être un peu plus. Les prix, peut-être un peu plus bas, mais. Non, mais j'ai Ouais. senti la Ça aussi, difficulté. ouais. Pour moi, après 25 ans d'investissement, Hmm. ça n'a jamais été facile. Jamais. Et la concurrence était toujours là. Ça te paraissait toujours cher. Ça n'a jamais été facile. J'ai toujours eu l'impression d'acheter un peu cher. Enfin, d'acheter un peu cher. Ouais, que c'était un effort, quoi. Même à 3 000 euros du mètre carré à Paris, parce que la banlieue, je l'avais déjà dit, mais t'es à 1 800. Ouais. On disait, mais t'es un malade d'acheter à 3 000 euros du mètre carré, quoi. Ouais. Il y a un dernier truc, tu vois, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que j'ai vu ça sur alors les joueurs. En fait, tu retrouves ça dans tous les sports. Et là, ce qui est intéressant, c'est les sports un peu nouveaux, tu vois, les e-sports et tout, des gens qui jouent aux jeux vidéo. Ce qui est assez marrant, c'est parce que vu que c'est des sports qui évoluent très vite, avec il y avait personne, puis maintenant il y a beaucoup de monde, etc. Tu prends un joueur aujourd'hui qui est pro, mais qui est, tu vois, top 6 mondial. Tu l'emmènes 3 ans à l'avance, le mec est leader, tu vois. Il serait au-dessus de tout le monde, il tuerait tout. Et je me demande s'il n'y a pas la même chose dans l'IMO, tu vois. Par exemple, moi je pense encore être dans le coup là sur ce qu'il faut faire et tout. Mais je me demande à quel moment, en fait, tu vois, ma strat d'hyper renta, d'hyper cash flow et tout, en fait, à quel moment je vais me faire totalement dépasser par des gars qui, je sais pas, bah après peut-être que l'IA, enfin il y aura d'autres techniques, tu vois, l'IA ou je sais pas quoi, ou une nouvelle façon de faire, un nouveau bail de mobilité ou des paiements en crypto qui sont en fait, c'est comme quand Airbnb c'est arrivé, tu vois, tu te fais payer en crypto, l'État dit rien, te facture pas, et puis finalement tu arrives à t'en sortir, puis en plus tu arrives à faire de l'infini avec de l'Ether, j'ai essayé de faire ça mais ça n'a jamais réussi, et tu vois, le moment où en fait on va revoir les nouveaux kings qui vont arriver, tu vois, parce que c'est comme en business, tu vois, en business
Instagram, ça n'existe pas. Là, je vais te faire un dossier comment tu optimises ton Instagram, tu le fais bien, tu comprends comment ça marche aujourd'hui. Ben, paf, tout de suite, tu peux faire du 50 000 balles par mois, tu vois. Mais aujourd'hui, ça marche. Pour combien de temps, je sais pas, tu vois. Et pareil, toi, quand tu es sur TikTok, tu vois. Ouais, alors pour moi, enfin, il y a l'immobilier, les actifs qui sont là et qui resteront et qui sont, tu peux viser long terme. Après, le business sur l'immobilier, c'est vrai que là, il y a eu une mode, par exemple, de l'achat clé en main, Mastéos, tu vois. Mais Thierry Vignal, qui est très bon, mais il connaissait pas du tout l'immobilier quand il a monté ça, quoi. Donc il a fait un peu les erreurs de débutant, j'ai envie de dire, d'aller sur du très haut rendement, quoi. Mais il a explosé en vol. Enfin, après, il y a eu l'as des taux et tout ça, hein. Si les taux étaient restés à 1%, il serait peut-être voilà, il aurait fait fortune, très successful, etc. Donc oui, il y aura des nouveaux business dans l'immobilier, liés à l'immobilier, mais après, moi, ce qui m'intéresse, c'est les actifs et la valeur des actifs et la capacité à louer mes actifs, tu vois. Donc je considère pas que je suis pas du tout en concurrence là-dessus. Je pense que je suis serein et je peux avancer. Je sais que dans 10 ans, tu vois, il y aura toujours des étudiants qui vont venir à Paris qui auront besoin d'un studio. Donc moi, je cherche c'est cette valeur-là qui m'intéresse. Après, marchand de biens, tu vois déjà, c'est plus incertain. Je suis dans du business. Il y a des coûts à faire parce qu'il y a des anomalies de marché, il y a des trucs. Ok, tu les fais aujourd'hui, tu sais que tu as besoin de te renouveler. Et là, oui, la concurrence arrive. Et c'est comme tu dis, avec les cryptos, il y a peut-être il y a des gens, et la PropTech, hein, il y en a qui vont avoir des bonnes idées dans l'IMO, qui vont. Il y a le crowdfunding, il y a tout un tas de nouveaux trucs qui arrivent, mais des fois qui repartent aussi vite qu'ils sont arrivés. Donc, moi, en tout cas, je mise sur ce qui est plutôt stable, hein. Les actifs bien placés. Puis je sais que tu sauras toujours exploiter un studio à Paris. Voire même l'innovation qui va arriver, eh ben, elle sera applicable sur ton studio à Paris. Ouais. Parce que les gens qui montent des business, ils vont monter des business sur les sujets où il y a de la demande, les actifs attractifs et tout ça. Donc toi, si tu as l'actif attractif, tu auras peut-être une capacité. Regarde, Airbnb est arrivé. Qui s'est gavé sur Airbnb au départ? Tous ceux qui avaient des studios à Paris. Bah ouais. Et donc, je pense qu'avoir les bons actifs, ça te prépare bien pour les exploiter avec les futurs business qui vont arriver. T'imagines le coût des actifs. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, tu veux faire déjà, tu vois, par exemple, on parlait des appartements haussmanniens à Paris, Active Prime. Je pense que tu peux... alors, on parlait de rendement, mais grosso modo, là, aujourd'hui, tu as un superbe appartement haussmannien. Tu le loues normalement... peut-être à du 3% de rendement. Si tu enlèves, disons que tu n'as pas d'emprunt, hein, tu enlèves toutes tes charges et tout, je sais même pas combien il te reste. Mais, non, c'est une cata. Ouais, et tu mets ton IFI, ton machin, il te reste quasiment rien. Ouais. En plus, tu dois l'entretenir, le truc. Ouais, mais même si tu as zéro, j'ai envie de dire, bah, tu as un placement qui va suivre l'évolution de la valeur de ton actif, qui est un appartement haussmannien extrêmement bien placé dans Paris. Ouais, mais tu vis de quoi? Parce que tu vois, moi, ah ouais, non, mais les gens qui ont ça, c'est... ouais, mais faut que tu prends oui, des gens qui ont vraiment du patrimoine, quoi, tu vois. Et bon, après, quand tu as vraiment du patrimoine, tu vas pas aller chercher du rendement sur 100% de ton patrimoine, tu vois. Oui, ben voilà, aller chercher du rendement sur 50% de ton patrimoine te suffit. Et puis, tu as 50% qui sont sur des trucs qui te font plaisir, sur des trucs, voilà, tu avais envie d'un appartement à Paris. Oui, voilà. Mais pour autant, à un moment, tu sais, il y en a qui faisaient ça à Londres. Attends, il y a un mec d'Arabie Saoudite qui avait fait ça. Il avait acheté un truc 1 milliard à Paris. Un truc énorme dans les beaux quartiers. Il avait laissé vide pendant 10 ans. Et pendant 10 ans, les prix à Paris avaient pris 80%. Donc, dans le fameux triangle d'or, là où... il avait gagné énormément d'argent. Il n'avait rien fait. Il n'avait pas loué, il avait fait que dalle. Donc, c'est pas pour ça que tu vas perdre de l'argent, même si ton rendement c'est zéro, voire un peu négatif. Ouais, mais c'est pas fait pour. En fait, c'est pas fait pour tout le monde, parce que tu vois, moi, je pense que tu vois, ceux qui écoutent ce podcast, c'est des gens qui gagnent assez bien leur vie, et qui se disent bon, j'aimerais bien quand même gagner 1000 balles, 3000 balles, peut-être 5000 balles supplémentaires, parce que tu vois. Est-ce qu'aujourd'hui, bon, il y a peut-être ceux qui héritent d'argent ou des gars d'Amazon qui touchent 1 million par là, tu vois, ok, peut-être que même eux, tu vois, ils ont besoin. Il faut vraiment avoir du cash pour faire ça, quoi. Faut vraiment, tu vois, par exemple, moi, si je veux acheter, alors, il faudrait que j'en fasse quelques aujourd'hui, mais disons que j'ai envie de m'acheter un 240 mètres carrés, un 250 mètres carrés à Paris, sympa et tout, on va être dans du 3 millions d'euros, tu vois, je pense aujourd'hui. Bon, je pense qu'en décote, ouais, peut-être 2 millions 100, tu vois.
Quoique, ça dépend, parce que ça dépend si c'est luxe ou pas, parce que luxe, c'est encore un autre marché. Et là, je me dis, ok, tout ce truc-là, cet appart, ça me coûtait 5 000 balles, ça me coûtait même plus, peut-être 8 000 balles, il faudrait faire le calcul, entre 8 et 10 000 euros par mois. Non, ça me coûtait beaucoup plus, ça me coûtait 15 000 euros par mois. Ouais, je pense peut-être 15-20 000. Je pense bien, ouais. 15-20 000 par mois. Je vais me dire, ok, j'ai combien d'immeubles qui me font 1 000 euros de cash flow sûr par mois? Il m'en faut 15. Donc, je vais me faire 15 immeubles de 7 apparts qui me font 1 000 euros de cash flow par mois pour... c'est la vraie question, en fait. C'est la question que je me posais quand j'ai acheté cet appartement-là aussi. Hein. C'est, il me faut combien d'immeubles à cash flow pour financer ma résidence principale à Paris, quoi. Et c'est là où tu te poses la question. Et là, c'est bien parce que tu es toujours confronté à ça. Ton niveau de vie, parce que tes petits trucs en plus, c'est quoi les sacrifices que tu dois faire à côté, quoi. Par exemple, moi, demain, je revends donc l'appartement dans lequel on est ici. C'est mon appart. Il va me coûter entre 3 000 balles par mois, tu vois. Peut-être un peu plus. Et du coup, c'est 3 bons immeubles rentables, tu vois. Ouais, alors, ça répond à c'est la question de, sur 100% de ton patrimoine, finalement, quel pourcentage est alloué à tes plaisirs et à ton usage personnel? C'est une question que je m'étais posée, ça aussi, tu vois. Ça, c'est une question... c'est pas évident, mais il y a des moments, en tout cas, d'un point de vue stratégique, c'est une question à vous poser. C'est, est-ce que vous pouvez vous dire, soit je vis dans un truc un peu trop grand, j'ai pas besoin, et donc je fais un arbitrage, je vais dans du plus petit et je dégage une capacité financière pour faire de l'invest. Ça, tu l'avais fait à un moment, ça, je crois. À un moment, ouais. Ou alors, là, je suis plus dans le contraire. Là, je suis plus à me dire, faut peut-être un petit peu que je lâche quelques pourcentages pour améliorer mon usage personnel. Tu vois, rajouter une résidence secondaire. Mais c'est en fonction de tes besoins, tes goûts de la vie, tes appétences. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il faut se poser la question. Tu vois, il y a des gens, ils vivent très chichement. Ils ont 95% de leur patrimoine qui est sur de l'invest. Et en fait, ils ont un tout petit truc, quelque part. Les trucs, les gars, vraiment hardcore, généralement, c'est ça. Ouais. Et puis, il y en a d'autres, c'est tout le contraire. C'est maximiser, finalement, leur confort, leur bien-être, et puis le temps présent. Et ils apprécient énormément, je sais pas, le grand appart et tout ça. Bon. C'est des questions personnelles. Et puis, ça dépend des moments de la vie. Quand tu es en couple avec des enfants, tu vois, souvent, tu as besoin d'une plus grande surface. Après, quand tu as un peu d'âge et que les enfants partent, tu peux réduire la voilure. Donc, c'est un truc qui varie au cours de la vie, quoi. Et faut essayer de viser juste en fonction de ce qu'on a envie, quoi. Ok. Il n'y a pas de formule magique, je pense. Moi, je te remercie beaucoup, Olivier. C'était Merci très sympa. bien, très sympa. Ouais. Au plaisir de te recevoir une prochaine fois. Très bien. Et je te dis à très vite. À très vite. Bon, on a bien discuté. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, Lora. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.